Non, mais on a remarqué que vous en avez rien à foutre de nos aînés, hein, le chat. Ah, ça, j'ai remarqué. C'est ce que j'expliquais. Il y a des gens qui m'ont dit... j'ai croisé des gens à la TwitchCon qui m'ont dit ouais, j'aime trop le cycle sur les vieux. Ça m'a changé mon rapport à l'âge. Je trouve ça hyper intéressant. Et je dis ah bah, c'est super gentil. Mais c'est un énorme flop. Donc ça me fait plaisir de rencontrer des gens qui s'est intéressés. Mais sur Twitch, c'est un énorme flop. Et du coup, on a réfléchi un peu à pourquoi, notamment avec Alice Rage, quand je discutais avec elle. Et en fait, on s'est dit que c'était flopesque parce que c'était pas... comment dire? On n'était pas dans le conflit, ça divisait pas. En fait, on va tous vieillir à un moment, globalement, toutes et toutes. Il y a de fortes chances qu'on soit vieux ou vieille à un moment. Et du coup, voilà, ça crée pas d'engagement parce qu'il n'y a pas de trucs qui énervent. À part les gens qui viennent dire oui, les vieux, ils votent tous Macron. Bon, bah voilà. Oui, ça a floppé en termes d'audience. Mais l'avantage, c'est que c'était un cycle financé par le CNC. Donc, il n'y avait pas besoin de rentabilité vu que c'était du service public et que j'étais payée qu'importe le nombre de gens. Sur Twitch, malheureusement, t'es un peu obligé de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas en fonction du nombre de gens pour pouvoir continuer à faire ce que tu fais. Via les cycles de lecture, c'est pas le cas vu que ça a été financé par le CNC. C'était comme payé à l'avance, tu vois, comme un documentaire ou je sais pas, un film ou quoi, t'es payé à l'avance, donc on s'en fout. Quoique les films, quand c'est diffusé, bref. Mais bref, c'était payé à l'avance, donc on s'en fout. Voilà, voilà. Le fait qu'aujourd'hui, les vieux nous oppressent. Ah oui, les vieux en EHPAD, grave. Grave, grave, grave. C'est vrai que là, les personnes de 70, 80 ans ou plus, je pense que c'est les personnes qui ont le plus de pouvoir dans nos sociétés et qui nous oppressent de ouf. Hein. À moi, ça me met en PLS. Hein. Là, vraiment, quand je vois une petite vieille passer avec sa canne, je me dis, pou, qu'est-ce qu'elle va me faire? Attention. Il vote Macron en EHPAD, non? Non, mais il faut arrêter de croire qu'il n'y a que des vieux qui votent Macron et que notre population est vieillissante, donc mathématiquement, elle vote toujours à droite et tout. Enfin, ça veut rien dire, ça. C'est n'importe quoi. Mais c'est bien, ça vous permet en tout cas de faire de l'agisme tranquille et de n'avoir absolument aucune honte à tracher nos aînés parce que voilà, il fallait une excuse, quoi. Il n'y a pas de vieux pauvres, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vieux racisés, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vieux queer, ça n'existe pas. Il n'y a que des vieux oppresseurs qui votent Macron. Vous confondez vieux et sénateur. Bref. Hein. J'ai vu des EHPAD. J'ai vu les prix des EHPAD 2300 balles par mois pour un truc moche sans activité avec une bouffade. C'est indécent, je vous assure. Oui, je vous dis, moi, ma grand-mère, elle s'est cassé l'épaule là. Et elle a dû se retrouver en EHPAD temporairement après avoir été soignée en fait à l'hôpital pour faire sa rééduque et tout. Et c'était 2200 balles par mois pour un truc horrible quoi. C'était l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Maintenant, c'est fini la nuit des classes, maintenant c'est boomer contre Gen Z. Non mais ça m'énerve tout ce truc autour des vieux là. En plus du coup, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que personne n'en avait rien à foutre des vieux, justement parce que c'est des gens qui sont tellement oppressés. En fait, c'est ça qui est assez terrible quand on lit les trucs là qui se passent avec la vieillesse. C'est que plus tu vieillis, plus tu perds en droit, plus t'es infantilisé, plus y a pas de pauvres en EHPAD, donc mon point est valide. J'ai un très gros cerveau, regardez. C'est vrai que les gens qui travaillent toute leur vie et qui mettent de l'argent de côté ou qui obtiennent des pensions de veuvage ou qui vendent leur maison pour pouvoir aller en EHPAD ou que leur famille se retrouve à payer en EHPAD, c'est la majorité. Hein. C'est pas les pensions de riches, hein, les EHPAD. Ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est par contre, mais c'est pas un truc de riche non plus, hein, faut arrêter. Bref. Hein. Mais du coup, on en est arrivé à la conclusion que en fait, c'est ça qui est flippant, c'est que on va toutes et tous peut-être finir dans cette situation qui est de vieillir et on devient un poids pour notre famille qui ne sait plus quoi faire de nous et de se retrouver à avoir des soignants qui s'intéressent moins à nous, qui nous mettent plus de côté, où on minimise nos douleurs parce qu'on se dit que c'est lié à la vieillerie, machin, enfin voilà. Bon, les personnes âgées sont totalement isolées aujourd'hui avec l'informatisation de l'administratif. Oui, aussi. Donc voilà, de ce truc de quasiment plus avoir de loisirs. Donc on a lu que les vieux, justement, ils avaient comme loisir principal la télé. Ils avaient plus que ça, quoi. Plus tu vieillis, plus ça prend du temps dans ta vie, la télé. Et du coup, plus tu vieillis, plus tu te dis non, je vais pas passer ma journée devant la télé parce que tu sais que ça, c'est le signe où c'est fini, quoi, ta vie. Tu passes juste ta journée devant la télé, tu fais plus rien.
Mais bref, il y a plein de trucs comme ça qu'on se posait. Et on se disait, bah voilà, c'est notre horizon, quoi. Notre horizon, c'est de se faire mal soigner, de se chier dessus, de regarder la télé, et que plus personne ait envie de nous parler parce qu'il nous trouve chiants. Et qu'en plus, enfin voilà, d'être infantilisé, de subir des violences particulières qui sont de l'agisme, du coup. Des discriminations qui sont spécifiquement liées à l'âge. Des activités qui te sont refusées. Salut Clé de Cidre, merci pour le prime, il est 9 mois de soutien, merci beaucoup. Et ça, c'est notre horizon potentiel à tous et toutes. Et personne n'en a rien à faire. Parce que les vieux, oh c'est bon, ils ont pollué toute leur vie, donc nique. Oh c'est bon, ils votent Macron, donc nique. Enfin... Je sais pas, moi je vois ma mère qui vieillit, je suis pas en mode nique quoi. Genre pensez à vos proches, je sais pas. Bon, à part que vous avez peut-être tous des tontons racistes et c'est tout, mais je sais pas, tu vois. Moi je regarde mes amis ou mes proches et je me dis s'ils vieillissent, j'ai pas envie que leur horizon des possibles ça soit ça. Enfin, what the fuck. Donc je sais pas. Mais en tout cas, on en est arrivé à la conclusion que ça divisait pas les vieux et que tout le monde les haïssait. Et du coup, comme tout le monde les haïssait, et bah ça donnait ce truc de... Comme on en a rien à foutre et qu'on les déteste, bah en fait on s'y intéresse pas, on n'y prête pas attention, on tourne la tête quoi. On détourne les yeux, on détourne le regard quoi. Quand on sera vieux, on aura Twitch sur nos tablettes en EHPAD. C'est bien de croire à des trucs comme ça, c'est top. Bien sûr, ouais. Ouais, il y a de grandes chances. N'hésite pas, ouais. Ouais. On parle de toi à la troisième personne avec le on. Ouais, c'est horrible. Tu parles de la personne âgée devant elle en parlant d'elle à quelqu'un d'autre, à la troisième personne et tout. C'est hyper déshumanisant tout ça. Aujourd'hui, on ne passe pas le temps sur la télé, mais sur d'autres écrans, il n'y a que le format qui a changé. Waouh, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Non, mais là, en fait, ce que je vous disais par rapport à l'utilisation de la télé, c'est que ils ont plus d'autres activités du tout. C'est-à-dire que nous, ok, on est devant Twitch, là, ou on est sur nos téléphones, mais on passe pas notre journée à scroller, malgré tout ce qui est dit. On n'est pas toute la journée comme ça dans notre canapé à scroller. Là, ce que je vous dis, c'est que quand vous vieillissez, on vous laisse aucune autre activité que de vous poser devant la télé et vous regarder, c'est tout. Vous n'avez rien d'autre comme horizon des possibles. Vous pouvez même pas aller faire vos courses vous-même. Vous pouvez pas aller promener votre chien. Enfin, on arrive à des points où l'autonomie devient limitée. Pas pour tout le monde, évidemment. Mais globalement, on arrive à une autonomie très, 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 très limitée. Vrai changement qui arrive, on va vieillir dans de bien pires conditions. Bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est des questions à se poser maintenant. Mais globalement, les gens s'en foutent. Mais oui, du coup, on se disait, peut-être que ça intéresse moins les gens parce que c'est moins clivant. Parce que quand on a fait un cycle de lecture sur les riches, les gens détestent les riches, mais ils ont besoin de le dire, ils ont besoin de les détester. Les vieux, globalement, tout le monde s'en fout, quoi. C'est pas un sujet. C'est vraiment inexistant, en fait. Mais ce que je trouve d'autant plus violent socialement, c'est inexistant. C'est... voilà. C'est terrible, quand même. Donc, voilà. Je pourrais finir mon backlog de jouer pas jouer. Ah, je pense que ça n'arrivera pas, même quand tu vieilliras, ça va être compliqué. Papa, poa. Donc voilà, bref. Sombre histoire, tout ça. Mais oui, il suffit pas d'être riche pour aller en EHPAD. Hein. Ma grand-mère est décédée il y a très peu de temps, elle était totalement pauvre, elle était en EHPAD, c'est les enfants qui payent. Oui, ou même les petits-enfants. C'est terrible, hein. C'est tellement cher, tout ça. En même temps, comment tu fais? Tu t'endettes pour tes aînés parce que t'as pas envie de les laisser crever, quoi. T'es en mode, bah... Soit je les mets dans un lieu dans lequel ils peuvent recevoir des soins et gagner... Enfin, avoir de l'aide, soit je fais comment, en fait? C'est horrible. Je pense que les gens ont d'autres problèmes que de penser à ça. Et en deuxième, je pense qu'ils en ont peur, du coup, ils occupent le sujet. C'est vrai, ouais. Mais c'est arrivé très longtemps avec l'écologie, ça. Non, mais on a d'autres choses plus importantes que de penser à ça. Genre nos conditions de travail maintenant, machin. Et après, bon, on en a peur parce qu'on sait que ça risque d'avoir des catastrophes, machin. Donc, je préfère éviter le truc. Sauf qu'en fait, bah, c'est du déni et tout est lié, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, on l'a vu dans les lectures, mais bah, je pense qu'on le verra aussi dans le cycle sur l'écologie. Mais la lutte des classes, c'est aussi avoir un meilleur avenir et un meilleur futur quand tu vieillis. Et c'est aussi avoir un horizon écologique qui serait peut-être plus sain. Donc en fait, tout est lié malheureusement. Après, je comprends qu'on n'ait pas envie de s'intéresser à tout. Hein. Moi, la première, des fois, il y a des sujets, c'est difficile. Salut Chant!
Mais ce qui me saoule, c'est le mépris, quoi. T'as le mépris envers les vieux. Je suis là genre, ah, mais au secours! Au secours! Et puis ce truc, en fait, il y a un mépris envers les vieux qui meurent dans des conditions désastreuses sans que personne ne prenne le temps de regarder. Heureusement, il y a des enquêtes qui sont sorties sur les EHPAD, mais c'est vraiment dramatique. Donc non seulement ils meurent dans l'indifférence générale, mais en plus de ça, il y a tout ce discours de non, mais les mentalités évoluent quand même. Non, mais naturellement, ça évolue. Moi, je compte sur les nouvelles générations. Moi, je vois bien en plus, là, sur TikTok, il y a de plus en plus de gens militants, machin. Et tu vois, ça va dans un truc de... Il y aurait une évolution globale de la société. Les vieux, c'est bon, ils sont dépassés, ils sont en retard, qu'ils soient isolés et qu'ils soient seuls, on s'en fout. Mais en même temps, il y a une évolution globale et c'est vrai que les jeunes s'intéressent plus aux questions de société, plus au féminisme. Ça ira mieux. Tu sais, sur les questions de féminisme, par exemple, c'est en mode non, mais... ou sur le racisme, c'est en mode non, mais les gens sont bêtes, mais là, on voit que les nouvelles générations, ça les intéresse. Et t'es là en mode ben non! Ben non, en fait, parce que c'est ultra politique et que c'est pas des questions de génération, c'est des questions de comment tu crées un rapport de force pour imposer ces sujets. Et là, ce que vous voyez, où il y a des gens plus jeunes qui en parlent, ça fait depuis les années 70 ou 60 que ça en parle depuis longtemps. Les luttes décoloniales et les luttes féministes, ça fait des plombes. Les luttes antipsychiatriques, ça fait des plombes, en fait. Au bout d'un moment, t'es en mode... Ça, c'était la lutte. Ma mère, elle avait 15 ans quand elle entendait parler de ça. Genre, c'est les luttes des années 70-80, c'est les luttes de jeunesse de ma daronne. Et là, on est en 2023 et vous dites non, mais les jeunes, ils vont s'en occuper. Ben, c'est pas possible. Je trouve que ça va ensemble, ce truc de bon, les vieux sont dépassés, OSEF, c'est des boomers, on s'en fout. Et en même temps, les jeunes maintenant se saisissent de ça. Oh, j'ai l'espoir pour l'avenir. Sans rien faire, du coup, hein, juste les pieds sous la table, mais on a l'espoir pour l'avenir. Au secours, quoi. Oh là là. Mais oui, je pense qu'il y a des œillères aussi parce qu'on va tous être concernés par la vieillesse. Peut-être que vous avez raison. On se met des œillères parce qu'on n'a pas envie de vivre ça, quoi. Mais du coup, c'est encore plus une raison d'être en colère et de se mobiliser. Je trouve c'est ça qui rend ouf. Oui, c'est ça. C'est le scandale Orpea. Orpea? Non, je crois que ça se dit Orpea. Si tu savais le nombre de familles qui sont injoignables après hospitalisation de leurs parents, grands-parents, pour un motif d'hospitalisation courte qui devient un motif d'hospitalisation longue, parce que plus personne n'est joignable pour organiser leur retour à domicile dans de bonnes conditions. T'es en train de me dire qu'il y a des familles qui emmènent une personne âgée de leur famille à l'hôpital parce qu'il y a eu un problème, et qui après les ghostent le personnel médical, et donnent plus de nouvelles et abandonnent leur vie à l'hôpital comme ça? Oh. J'ai vu mon grand-père en EHPAD, c'était un bon vivant issu des classes ouvrières, il s'est retrouvé en EHPAD, je lui ai posé des questions, il m'a dit qu'il n'avait rien à faire, qu'on le sortait de son lit pour les repas et c'est tout. Il s'est laissé mourir en quelques mois. Mais oui, c'est horrible. Les vieux ne rapportent pas d'argent, les nulos... Ouais, bah on en a parlé de ça. Précédente lecture que je mettrai en rediff évidemment sur la chaîne de VOD. On en a parlé de ça, de justement le fait que les vieux sont pas productifs, ce qui fait qu'ils perdent beaucoup d'estime sociale. Le fait qu'ils ne puissent plus être une force de travail, qu'ils sont plus productifs. Du coup, maintenant, il y a une injonction vers les vieux pour qu'ils soient dynamiques et productifs. Et des fois, il y en a qui prennent un emploi, même s'ils ont un peu d'argent, tu vois, et qui peuvent faire leur retraite tranquille. Ils prennent un emploi en plus de leur retraite pour ça, pour ne pas avoir l'air mourant, vieillissant. Ils ont la peur de passer leur retraite à se reposer, quoi. Parce que c'est de plus en plus mal vu. C'est super. Je trouve ça super important de voir le côté socio-agisme, tout ça, mais c'est aussi bien de ne pas se faire happer par la pression sociale de devoir s'occuper d'autrui, quel que soit le contexte. Il y a beaucoup de familles toxiques. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Moi je vous dis mes parents, parce que mes parents j'ai une relation saine avec eux, mais effectivement, je me vois pas abandonner mes parents. Si mes parents s'étaient comportés comme des merdes avec moi, je pense qu'effectivement couper les ponts c'est sain, bien sûr. Enfin le lien du sang pour le lien du sang, ça veut rien dire. Hein. Vraiment c'est pas possible ça. Bien sûr. Il faut pas oublier le côté greedy de certains. Ma grand-mère est rentrée en EHPAD le lendemain, mon oncle vidait sa maison et ça a scandalisé tout le monde. Pour revendre des trucs et tout. Oh, le rat. Oh, c'est l'enfer. Oh là là. Pour côtoyer beaucoup de cas sup au taf, ils réfléchissent même pas. EHPAD. Vraiment, ils s'occupent pas de leurs parents, c'est déchirant. En même temps, ils ont pas les conditions pour, entre les gosses, les horaires de taf, le temps de trajet. Faut recréer des espaces de vie intergénérationnels. C'est vrai qu'il n'y a rien qui existe comme espace de vie intergénérationnel. Hein.
C'est vrai qu'il y a quasiment rien. Le problème, c'est qu'une personne en âge de la retraite qui reprend un emploi, c'est aussi mal vu car il faut laisser la place aux jeunes. Non, puis c'est surtout continuer à se niquer la santé au travail, là. Oh, quelle idée! Mais il y a une espèce de pression, ouais, il y a des injonctions contradictoires qui sont faites aux personnes âgées, oui. Oui. Non, c'est vrai, des lieux de vie intergénérationnels, c'est cool, hein. Mais ça peut arriver à l'espace... Enfin, ça peut arriver dans l'espace local, sans que ça soit des initiatives qui sont prises en charge par l'État, mais ça arrive dans l'espace local, à l'échelle d'un village ou d'un immeuble. Des fois, il y a des trucs comme ça. Mais notamment grâce au milieu associatif, mais sinon, je trouve que c'est compliqué, hein. On socialise qu'entre classes d'un même âge. Ouais, on a rarement... Bah, à part quand t'as tes potes qui ont des enfants, c'est vrai que... Poi. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Tu viens faire quoi? Il arrive. Attendez, il arrive. Il arrive. Il gueule, il arrive. Ouais, tu viens gueuler sur les vieux? Chez ma grand-mère, c'était un hub familial. Elle voyait tout le temps tout le monde entre mes tantes et les petits-enfants. Ouais, ça c'est cool, hein, de garder des liens avec sa famille, ouais. Ouais, oui, là le problème c'est qu'il y a aussi de plus en plus de mobilité géographique, quoi. C'est-à-dire que Enfin, je sais pas si c'est un problème, enfin c'est un fait, quoi. Les gens vivent de moins en moins proches les uns des autres dans une même famille. Genre, moi, j'ai grandi, il y avait mes grands-parents qui habitaient à côté de chez moi, mes parents et moi. Et dans le village à côté, il y avait les cousins, cousines, machin. Et c'est de moins en moins le cas, ça. Il y a une mobilité qui est assez grande. Mais qu'elle y a plein de trucs, notamment la pression de faire tes études en ville, faire tes études potentiellement à l'étranger pour pouvoir avoir un meilleur poste, machin. Et plus on te pousse, plus tu pars, en fait. Il y a une surmobilité maintenant. Et puis le fait qu'il y a plein de jobs sous-qualifiés et ouvriers qui étaient disponibles avant dans certaines zones géographiques, dans certains villages et tout, et qui n'existent plus. Qu'est-ce que tu fais là avec tes pattes? T'as cru que tu pouvais poser tes pattes sur la gourde Twitch à 30 balles, le chat là? Je pense qu'il se plaint parce qu'il a chaud. Vu qu'il est pas vu sur mes genoux, il s'est posé, il a chaud. C'est l'enfer. Bah, il y a de l'aide à domicile qui existe pour garder les personnes chez elles. Mais en fait, le problème, c'est que ça résout pas l'isolement, quoi. Que tu sois en EHPAD ou que tu sois avec une aide à domicile, si tu vis tout seul et que tu t'occupes de toi tout seul, globalement, c'est très difficile, quoi. La mobilité géographique est décroissante depuis 20 ans, mais oui, les études et le travail, ça éclate les familles. Oui, c'est ça. Même si tu restes dans le même département, t'es quand même pas... comme avant, dans le même village, ou dans la même habitation, ou dans le même immeuble, enfin voilà. Dans le même quartier et tout, ça bouge quand même pas mal. Si on remettait une forme de solidarité intergénérationnelle et locale, ça pourrait compenser les services autrefois rendus par la famille. Ouais. Ça va le chat? Ah, je pense qu'il est en train de mourir de chaud, mon chat. Bonjour Manon. Mais ouais, donc voilà, donc on a fait plein de lectures là-dessus. Mais ça reste que le constat, c'est que, compliqué quoi. Compliqué d'avoir du monde sur ce sujet-là. Après, c'est peut-être des concours de circonstances aussi. Mais je suis très contente d'avoir fait ce cycle parce que je connaissais l'agisme vite fait, mais pas beaucoup plus que ça. Voilà. Donc ça me permet de creuser un peu. Et sachant aussi que... toutes les rediffs sont dispo pour les gens qui ont envie de rattraper. Ça sera posté sur la chaîne de rediffusion Maudit VOD. Il faut absolument que je poste tout ça. Là, je suis en retard de ouf. J'ai eu des difficultés à gérer des trucs. Nique ma vie. Mais voilà. Et c'était un cycle en plus qui avait été... C'est le cycle de lecture en sciences sociales financé par le CNC qui avait été proposé par des gens de la commu, du chat. Donc merci à vous d'avoir proposé ce cycle. Voilà, vous avez proposé plein de trucs, mais j'ai choisi ça parce que c'est revenu plusieurs fois et que ça m'intéressait. Et franchement, je ne regrette rien. Sur ce, on va continuer la discussion, mais cette fois, paf. Ah oui, j'ai oublié de lancer la capture, excusez-moi. Mais cette fois avec l'article sous les yeux pour la lecture, ça sera plus facile.
Ouais, quand t'as juste les personnes qui font de la livraison ou les infirmiers qui sont les seules personnes que tu vois, c'est horrible, ouais. C'est clair. Donc voilà, ce que je vous propose de lire aujourd'hui, c'est un article qui est paru dans la revue Nouvelle Question Féministe, qui date de 2022, qui est écrit par Paul Obeka. Alors attendez, je sais pas qui c'est, donc je vais rechercher vite fait. C'est un médecin? Non. C'est juste que ça m'a mis ça en premier. Qui a tué les verriers de Givors? Une enquête en sciences sociales vers une retraite plus juste. Inégalité de classe entre retraités. Ah! Inégalité de classe entre retraités, regardez ça. Et là, c'est en train de charger, ça marche pas. Donc là, il y a sa thèse qu'on essaye de choper pour voir, mais d'accord. Donc en tout cas, les publications sont récentes. Il a fait que des publications qui datent de 2000... Ouais, d'accord. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Tous les sites officiels de la fac, ils sont en train de planter, j'en peux plus. Oui, j'ai vu que Marie Kigai avait fait un cycle sur la domination des enfants. Ouais, j'ai vu. Carrément, bah en fait... l'agisme, ça permet aussi de prendre en compte, il y a des dominations spécifiques hein, des enfants, mais ça permet de prendre en compte des dominations liées à l'âge en général, et on voit qu'il y a des mécanismes qui sont assez importants, même si bah, les comportements qu'on a avec les personnes âgées et avec les enfants sont différents, mais bah voilà, ça marche pas, c'est top, j'adore ma vie, c'est pas grave. Donc, le patriarcat d'outre-tombe, veuvage, reversion et recomposition des rapports sociaux à l'âge de la retraite. Comme l'évoque, alors maigre, pingre, redondant, bureaucratique à souhait, ce dossier a de quoi vous tomber des mains. À sa décharge, il n'est pas là pour faire beau, mais pour calculer le prix que vaut une vie active. Comme l'évoque Rosemary Lagrave, en décrivant son propre dossier de retraite, la retraite est une institution dont le fonctionnement tout entier repose sur l'objectivation de la valeur de travail effectuée par une personne durant sa vie. C'est ça en fait. Combien est-ce que tu vaux ? Combien est-ce que t'as été rentable ou pas pour la société là ? C'est quoi ta valeur travail ? C'est ça qu'on calcule. C'est horrible. Et en plus, qu'importe le travail que tu mets, ta valeur peut être soit pas comptabilisée pour du travail domestique, par exemple, soit revue à la baisse parce qu'il y a des réformes des retraites à la con et ta valeur chute, quoi. C'est horrible. Je parlais aux vieux du quartier il y a pas longtemps, groupe classique de tontons du bled qui discutent et jouent aux cartes. C'était un peu déchirant d'entendre qu'ils étaient de moins en moins de leur groupe original et qu'ils se voyaient mourir les uns après les autres. Il y a ce rapport-là à la fin de vie qui tord aussi de la société, qui te sort de la société. Oui, c'est horrible ça. C'est pour ça que tu parlais de lien intergénérationnel et je pense que c'est important. Parce que du coup, ça évite de voir juste ses proches mourir, tu crées d'autres relations. Mais ma grand-mère, c'est les discussions qu'on a à chaque fois. Et du coup, le problème, c'est que t'as des gens qui veulent plus l'appeler en se disant « Ah, mais à chaque fois, elle va me parler de machine qui est décédée. » Oui, mais en même temps, quand tu te lèves le matin, la première news que t'apprends, c'est si quelqu'un que tu connais est décédé ou pas. Enfin, c'est horrible. Donc oui, bien sûr, t'as besoin d'en parler et voilà. Et ça devient un enjeu pour toi. Je pense que nous, on a le privilège que ça soit pas un enjeu pour nous la majorité du temps, quoi. Que le deuil, il soit dans nos vies un accident presque. Quand t'as 20 ou 30 ans, le deuil dans ta vie, dans la société qu'on connaît aujourd'hui, c'est un accident. En France, je veux dire, hein. En France, quand t'es plutôt privilégié, c'est pas le cas pour tout le monde. On pense évidemment aux personnes qui vivent à la rue. Mais là, les personnes âgées, ils sont confrontés tous les jours, donc forcément, c'est différent, quoi. Salut Persiflette. Ouais, donc voilà, donc la retraite, c'est la valeur du travail que t'as effectué dans ta vie, qu'on va calculer. Vie active, écrit-elle, les guillemets ont leur importance car ils rappellent les analyses féministes qui ont montré comment l'exploitation patriarcale du travail se fonde sur l'invisibilisation d'une certaine forme d'activité économique. C'est ça. Les femmes produisent du travail qui est souvent qui n'est pas comptabilisé, qui est invisible. Voilà, toute la charge domestique. Le travail domestique effectué par les femmes dans le cadre de la famille hétérosexuelle. Les enquêtes statistiques donnent en effet à voir que les femmes sont globalement au moins aussi actives que les hommes, mais qu'une large partie de leur travail n'est pas rémunérée et donc ne comptera pas pour leur retraite. Effectué gratuitement, car c'est un travail qui est effectué gratuitement dans la sphère domestique. La division du travail au sein des couples hétérosexuels engendre donc un affaiblissement relatif des revenus propres des femmes, tout en induisant au contraire une augmentation de ceux des hommes qui, libérés de la majeure partie du travail domestique, peuvent investir plus intensément le travail marchand. C'est ça. Comme les femmes font tout le travail domestique et familial, les hommes peuvent s'investir dans leur carrière pendant que... Et du coup, ça va augmenter potentiellement leur retraite s'ils arrivent à monter d'échelon, machin et tout.
les femmes peuvent avoir parfois une carrière hachée, pas travailler toute leur vie si elles ont... Enfin, pas avoir un travail marchand toute leur vie si elles sont des enfants, etc. Donc bref, compliqué quoi. Compliqué pour après le calcul de la retraite, il est pas du tout équitable. Mais là, l'avantage, c'est que la réforme des retraites a permis de mettre ça sur le tapis, on en a quand même pas mal parlé. Merci Monsieur Gudule pour les 28 mois de soutien, merci beaucoup. Salut Carfal. Dans L'ennemi principal, Christine Delphi prend la comptabilité nationale française comme base pour illustrer l'invisibilisation du travail des femmes. De la même façon, mais en établissant des comptes à l'échelle d'une vie plutôt que d'une nation, la retraite consacre la valorisation genrée du travail et de l'activité. Donc on calcule individuellement combien vaut ton travail et ton activité, et les femmes valent moins que les hommes puisqu'on ne comptabilise pas toute une partie de leur activité vu qu'elle est pas elle fait pas partie du système marchand, même si elle profite au système marchand. Parce que le fait que les femmes fassent les tâches domestiques, nourrissent leur mari, s'occupent des enfants, ça permet aussi d'avoir des travailleurs qui sont plus fonctionnels, quoi. Donc c'est un bien bon avantage, évidemment. Évidemment. Ça va, mon dos? Le chat qui se gratte la tête, là. T'as des puces? En fait, il se gratte pour s'enlever les poils. J'arrête pas de le brosser, c'est terrible. Hein. Salut, Bido Clown. C'est vraiment terrible à quel point, quand je le brosse, il y a des paquets de poils qui volent partout. C'est terrible. Maintenant, il accepte que je le brosse. Hein. Je pense que la canicule, il a dit... Ouais, d'accord. Attends, utilise pas ça comme oreiller. Voilà. Je fais de la place. Ok. Que l'on envisage en effet les retraites comme une contrepartie de cotisations effectuées dans le cadre du travail marchand, ou bien comme la reconnaissance d'une qualification, force est de constater que le système de retraite attribue moins de valeur au travail des femmes qu'à celui des hommes. C'est ça. Le travail la répartition le système de retraite, la répartition des revenus pour la retraite, c'est clairement inéquitable, quoi. Brosse mouillée. Ah, j'ai jamais essayé de la mouiller. Après, j'ai peur qu'elle est en métal. Les pics sont en métal. J'ai peur que ça rouille. Mais je suis très contente. C'est la première année où il accepte la brosse. Alors, je te conseille une saleté de brocoli pour pouvoir le brosser, de planquer la brosse déjà et de lui cacher un peu la tête. Moi, j'appuie un peu sur sa tête et je cache. Et comme ça, il la voit pas. Et après, quand il la voit, c'est trop tard. Et en général, il l'attaque. Mais du coup, il ronronne, il est trop content. Et après, quand il voit que c'est la brosse, il est énervé. Mais bon, au moins, il s'est fait brosser, quoi. C'est ça, va là-bas. C'est plus agréable, il n'y a pas moi qui bouge partout. Voilà. Ok. Selon la publication annuelle de la Direction de la recherche de l'évaluation des études statistiques, les retraités et les retraités du système français, reçoivent à peine plus de la moitié du montant de la retraite des hommes. Quoi? Les femmes possèdent... Non mais... Les femmes retraitées reçoivent à peine plus de la moitié du montant de la retraite des hommes. Oh. Wow. Mais là, c'est hyper... Ça, c'est en 2019. Hein. Les chiffres datent de 2019. Là, c'est hyper marquant. Hein. À peine plus de la moitié. C'est-à-dire qu'on considère que la carrière des hommes vaut quasiment 2 fois plus que celle des femmes, quoi. Oui, je sais, pour les demi-temps et les quarts-temps, je sais. Mais on en a déjà parlé. Que c'est du travail domestique qui n'est pas rémunéré. Donc on considère quand même que leur valeur est moindre. Parce que c'est du travail qui vaut rien. Alors que pourtant, le travail vaut quelque chose, mais bon. Le chat, quand il voit la brosse, il tricked me. C'est ça, oui. Pas de consentement pour mon chat, j'en ai rien à foutre, c'est pour son bien. C'est terrible, hein. Dans ce système, les inégalités de salaire se combinent à celles liées à l'accès de l'emploi à temps plein, dans le calcul du montant des pensions qui ont pour effet d'amplifier les inégalités de revenus entre femmes et hommes à la retraite. Voilà, c'est ça. C'est que non seulement les femmes sont moins payées que les hommes à même niveau de compétences et même niveau de poste, mais en plus de ça, les femmes galèrent à avoir des emplois à plein temps. Ah, c'est chaud. Les femmes à la retraite aujourd'hui, elles ont cotisé dans les années 70-2020, c'est pas si étonnant. Ouais, mais c'est chaud quand même. Déjà, la pratique ancienne et classique des artisans... Ah oui, les artisans et commerçants, ouais. Qui ne rémunéraient pas leur compagne, ça fait un ratio de 0%. C'est vrai. C'est vrai, ça. Je comprends pas tout. Ça comprend le fait que les femmes travaillaient beaucoup moins avant. Genre, mes grands-mères, elles ont quasiment jamais travaillé. Comment ça, elles ont jamais travaillé? Je comprends pas.
Genre, elles ont jamais eu de taf rémunéré qui passait par le marché de l'emploi classique. Elles ont juste élevé leurs enfants, c'est ça que tu veux dire? C'est quand même un modèle duquel on est sorti depuis un moment, hein, que la majorité... Enfin, moi, mes grands-mères ont toutes travaillé, par exemple. Elles sont nées dans les années 30, elles ont toutes travaillé. Non, mais je sais bien le juste, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Bah oui, ça fait baisser la moyenne en général, bien sûr que ça fait baisser la moyenne. Parce qu'en fait, tu as une retraite quand même quand t'as élevé, quand t'as été mère au foyer, que t'as élevé tes enfants, t'as une retraite. Hein. Et t'as le veuvage et tout ça après quand ton mari décède. Mais de toute façon, c'était du travail, c'était juste pas du travail marchand. Dans les années 30, c'était pas majoritaire le travail salarié des femmes. Non mais d'accord. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça fait quand même un moment que les femmes se retrouvent à travailler. En fait, les femmes qui ne travaillent pas, pour la majorité, c'est des femmes issues de la grande bourgeoisie. Mais la plupart des femmes, elles travaillaient dans les familles ouvrières et paysannes. T'étais obligée de travailler. Alors, ça veut pas dire que t'avais un salaire, parce que c'était comme pour les artisans et commerçants. Par exemple, quand t'es paysanne, bah, la plupart du temps, t'avais pas de salaire. Tu venais aider, en plus de toutes les tâches domestiques. Mais tu vois, moi, ma grand-mère, elle a eu 6 enfants. Elle est née dans les années 30. Elle est née dans les années 30, hein. Elle travaillait pas dans les années 30, c'est pas pareil. Hein. Elle est née dans les années 30, elle a toujours travaillé toute sa vie. Mais après, c'est plein de trucs payés au black, plein de petits contrats, voilà. Mais en fait, quand t'as pas de thunes, tout le monde travaille, quoi, pour subvenir aux besoins des familles. Oui, c'est ça, dans l'artisanat et le commerce, c'est pareil. Beaucoup de femmes qui travaillent, mais non déclarées pour la boîte de leur mari. Secrétariat, comptabilité. Oui, puis l'accueil, quoi, la vente, quoi, ouais, bien sûr. Bien sûr. Même les hommes artisans ou paysans, ils ont des retraites de merde, carbo tout black, etc. Oui, voilà. Voilà. Dans la petite bourgeoisie, ça commence à revenir très marginalement, les femmes qui s'occupent des gamins. Ouais, parce que c'est un moyen de se distinguer des classes moyennes et un peu plus aisées qui sont des femmes qui donnent tout sur leur carrière. Il y a un retour de la femme au foyer qui s'occupe de ses enfants, qui prend soin de son domicile, qui prend soin de sa famille. Ça, c'est en train de revenir, ouais. Mais dans une perspective qui est très nationaliste aussi et patriote, qui fait un peu flipper. Merci Rage de Léa pour les 21 mois de soutien. Un petit coucou vite fait, j'espère que ça va. La Twitch Run c'était bien. C'était nul à chier, mais sinon ça va très bien. Merci Rage de Léa pour les 21 mois. Mes grands-mères n'ont pas non plus travaillé. Pour mon grand-père, si ma grand-mère avait dû travailler, ça aurait voulu dire qu'il n'était pas capable de subvenir aux besoins de sa famille. Oui, enfin après, là, on parle d'une génération peut-être très vieille, machin, pourquoi pas. Mais si je vous parle... Enfin, là, nos parents, ils sont l'âge de la retraite. Hein. Quand on a 30 ans, là, la plupart d'entre nous, nos parents, ils ont l'âge d'aller à la retraite ou... Voilà. Et du coup, on parle de ça aussi, là. Le texte, il est sorti en 2022. Hein. Mon père, en 2022, il était à la retraite. Hein. Donc, lâchez vos grands-parents un petit peu. Il y a de grandes chances qu'ils soient décédés, en plus, vos grands-parents. Moi, je sais pas, mais il m'en reste pas beaucoup, hein. Donc voilà. Tintin. Mais bon, voilà. Donc, on disait inégalité de... Donc, les femmes, quand elles sont à la retraite, elles ont une moins grande... Quasiment 2 fois moins grande retraite, pension de retraite que les hommes. Et en plus de ça, bah, le calcul du montant des pensions, il est fait sur est-ce que tu as un emploi à temps plein, tu gagnes plus, tu fais plus de trimestres et tout. Donc, comme les femmes ont quasiment... plus difficile, enfin il y en a beaucoup qui ont des temps partiels, machin, des mi-temps et tout. Bah en fait, bref, elles cotisent beaucoup moins pour leur retraite. Voilà. Ces chiffres sont connus et généralement rappelés en période de mobilisation contre les réformes de retraite, comme à l'hiver 2020 en France, où un projet de réforme menaçait d'accentuer encore les inégalités. Voilà, et maintenant... Mais les spécialistes rappellent aussi en général que ces 42% d'écart entre les pensions des femmes et celles des hommes ne constituent que les écarts entre les retraites de droit direct, c'est-à-dire les pensions versées en contrepartie des cotisations effectuées à titre personnel. Donc le droit direct, c'est les cotisations de toi, le travail que tu as fait, voilà individuellement ce qui te fournit comme pension de retraite ensuite. À cela, on peut ajouter le montant d'autres pensions. D'autres pensions nommées droits dérivés, dont la principale est la pension de réversion qui sont données sur certaines conditions à la conjointe ou au conjoint survivant après le décès de son ou sa partenaire retraité. Mais il faut être marié pour ça, la pension de réversion. Sinon, c'est mort.
Donc, bon. Leur montant est d'environ la moitié de la retraite de la personne décédée. Bah ouais, mais bon. La potion de reversion, s'il vous plaît. Non, je dis pas que vous avez faux, mais je dis qu'on est en train de se concentrer sur des cas qui sont particuliers et qui sont de moins en moins existants. La plupart des gens, aujourd'hui, exercent un travail salarié. Et la plupart des femmes sont des travailleurs pauvres. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais ça reste des travailleuses, quoi. Reversion, c'est mariage ou Pax? Avec le Pax, t'as la pension de reversion? Les femmes sont les principales bénéficiaires de reversion. Attendez, je reçois des notifs. Ah oui, j'ai oublié de faire le biril, c'est ça. Je vais faire ça. Je crois pas, le Pax, que ça fonctionne. Hein. Faudrait que je me renseigne, mais aux dernières nouvelles, c'était la sauce, le Pax. Hein. Mais bon, ça amenait pas tant de bénéfices que ça. C'est pour ça qu'il y avait tant de gens qui se battaient aussi pour le mariage pour tous. Hein. Avec mon micro, j'ai les yeux fermés. Quelle tête incroyable. Alors, hop. Est-ce que j'ai accès à mon clavier là? Je vais faire ça. Non, tu peux pas avoir la pension de reversion si t'as le Pax, c'est ça. À ce jour et en application du droit en vigueur, selon le site de l'Assemblée nationale, la pension de reversion est réservée aux personnes mariées ou qui ont été mariées, à l'assuré défunt. Cette possibilité est exclue pour les conjoints survivants de couples liés par un pacte civil de solidarité à le Pax. Il y a une proposition de loi, mais c'est tout. Bien sûr. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Sinon, ça serait beaucoup trop facile, la vie. Mais ouais, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se battaient pour le mariage pour tous. C'était un des enjeux, de pouvoir aussi reconnaître ça. Les femmes sont les principales bénéficiaires de ces retraites de réversion. En 2015, en France, 4,4 millions de personnes touchent une retraite de réversion et 89% de ces bénéficiaires sont des femmes. Les pensions de réversion représentent en moyenne 29% des retraites totales des femmes et 1% de la retraite des hommes. Parmi les 1,1 million de personnes qui ne touchent qu'une retraite de réversion, sans retraite personnelle, 45% résident à l'étranger et 95% sont des femmes. Comment ça, résident à l'étranger? Ça, je comprends pas. Ah oui, si t'as pas de retraite personnelle, bah oui, tu peux pas cotiser pour une retraite personnelle si tu vis à l'étranger, enfin si t'as pas cotisé dans le système français, donc c'est normal. Bon bref, 95%, en tout cas dans les personnes qui n'ont qu'une retraite de réversion et qui n'ont pas eu le droit à la retraite en ayant cotisé par elles-mêmes, il y a quand même 96% qui sont des femmes, quoi. Les pensions de réversion ont pour effet de réduire les inégalités de genre. Les femmes touchent des droits propres inférieurs à ceux des hommes de 39%, mais si on ajoute les retraites de réversion, cet écart passe à 25%. Ouh, c'est la fête! L'écart n'est que de 1/4. Les femmes sont en égalité de revenus de seulement 1/4. 1/4 de moins par rapport aux hommes. Ouais, c'est la fête! J'adore. On dirait presque que c'est une bonne nouvelle. Pas du tout. Les études statistiques qui s'intéressent aux inégalités de retraite entre femmes et hommes prennent généralement le parti d'additionner pension de retraite et pension de réversion pour obtenir le montant total des pensions personnelles. Pourtant, ces deux types de revenus n'ont ni la même signification sociale, c'est ça, c'est valorisé d'avoir toi-même cotisé pour ta retraite, ni les mêmes conditions d'éligibilité. Cet article entend précisément montrer, à partir d'une enquête ethnographique, les conditions d'accès à la retraite qu'on ne peut pas amalgamer ces différents revenus. Ouais, il faut pas tout mélanger, quoi. C'est pas la retraite unique. Il y a des pensions de retraite qui ont des conditions spécifiques et qu'il faut pas additionner juste bêtement. Il faut voir comment est-ce qu'on remplit ces conditions et qu'est-ce que ça change pour la vie des femmes, quoi. Très bien, très bien. Stagiaire, donc il a fait son enquête en travaillant dans la Caisse nationale d'assurance vieillesse, employé dans une agence locale de banlieue parisienne, et ensuite, petite association parisienne, permanence et suivi juridique pour l'accès des droits aux personnes handicapées, accidentées du travail, retraitées ou invalides. Donc en gros, travaille en asso et travaille dans la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Très bien. Très bien, très bien. Voilà, voilà.
Je sais pas quel est l'âge pour toucher la pension de réversion. C'est une bonne idée de poser cette question. J'en sais pas du tout. Nous verrons que ces deux types de revenus ne sont pas équivalents entre pension de réversion et c'est quoi l'autre type de pension? Pension retraite, pension de réversion, c'est ça. Ils n'occupent pas la même place dans les politiques sociales. Très bien. Et après, c'est le plan de l'article. La pension de réversion comme instrument genré d'action publique. Je vais me mettre en plein écran pour que ça soit plus... Voilà. Voilà. Normalement, c'est plus gros pour vous. Des bisous, une tâtée de brocoli. Comme l'ont montré un ensemble de travaux prenant pour objet le genre des politiques sociales, les principes à la base des dispositifs de protection sociale sont fondés sur une norme de genre que ces politiques participent à reconduire. Le système des retraites français s'est largement construit avec en référence un modèle masculin de carrière. C'est ça. En gros, le système de retraite, il a été construit et pensé par et pour les hommes. Puisque qui fait l'action publique, c'est les politiciens. Qui est encore aujourd'hui majoritairement politicien? Bah, des hommes. Des hommes blancs, cis, hétéros et vieux, hein, ça on peut le dire. Encore majoritairement, on a fait tout un cycle de lecture là-dessus. C'est en train de bouger un petit peu à la marge, il y a un peu plus de femmes, mais globalement, de classe sociale aisée tous. Hein, donc bon, pas ouf. Donc c'est eux qui prennent les décisions. Et donc forcément, quand ils mettent en place des actions publiques, ils les pensent avant tout pour eux parce que bah, ils ont des œillères, quoi. Il y a un prisme particulier. Voilà. Donc, le modèle masculin de carrière, ça va être des carrières longues, continues et à temps plein. La pension de retraite, du point de vue du genre, ont ainsi pour effet de reproduire à la retraite l'asymétrie des positions des femmes et des hommes sur le marché du travail. Donc, ça reproduit les inégalités. En maintenant les hommes en situation de principaux pourvoyeurs de ressources au sein des ménages. C'est eux qui possèdent le plus. Et donc, potentiellement, c'est eux qui sont en situation... Enfin, c'est les personnes de leur foyer qui vont être en situation de dépendance financière par rapport à eux. Si c'est eux qui possèdent le plus, quoi. Dépendance matérielle. 55 ans, tu as cru lire pour les pensions de réversion? De toute façon, sur tous les sites du gouvernement, ça doit être écrit à un endroit de manière claire. Ils sont un peu obligés de le faire, mais... Vous avez vu, je suis partie à la TwitchCon et regardez la gueule de mon liard. De retour de la TwitchCon. Là, de ce côté-là, c'est à peu près en vie. De l'autre côté, c'est à la fois sécos et moisitos. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis très triste. On m'avait dit que c'était très dur à faire survivre le lierre. Bah voilà, ça m'apprendra. Les pensions de réversion, bien qu'en atténuant les inégalités de genre, ne contredisent pas cette logique. Elles en sont plutôt un complément. Oui, parce qu'elles sont pensées pour les femmes, quoi. À partir de 2025, ça passera à 62 ans. L'accès à la pension de réversion. Ah putain, c'est horrible. Comme l'écrit Lucy Epey Roberts, la pension de réversion permet au mari de subvenir aux besoins de son épouse au-delà de son vivant. Elle remarque que le dispositif de réversion s'intègre mal dans la distinction souvent effectuée entre droits contributifs, assurantiels, comme les retraites financées par les cotisations sociales, et droits non contributifs d'assistance financés par l'impôt, comme le minimum vieillesse. Ah oui, c'est ça, parce que c'est vrai que là, tu n'as pas contribué pour avoir ta pension de réversion, mais on te la donne quand même parce que quelqu'un a contribué, non? Attends, peut-être pas. Est-ce que ton... Mais si, parce que c'est calculé en fonction de la retraite de ton conjoint. Donc ton conjoint, tu vas avoir une partie de son salaire. On m'a offert de la misère en me disant tu verras, cette plante verte est impossible à tuer, elle a survécu 20 jours. Non mais le lierre c'est toxique. C'est toxique pour le chat mais mon chat mange pas les plantes. Désolée, j'ai coupé ma phrase en plein milieu. Le lierre, c'est toxique. Non, oui, le lierre, c'est peut-être résistant dans la nature, mais en mode plante verte dans un pot, c'est la merde. Donc voilà, donc la pension de réversion, il y a quand même ce truc-là où ça a le cul entre deux chaises, quoi. Si la réversion est bien un dispositif contributif, puisqu'elle est acquise en contrepartie des cotisations, certaines de ses caractéristiques la rapprochent plutôt des prestations non contributives. Comme le minimum vieillesse, elle est soumise à des conditions de ressources et elle est parfois présentée comme un dispositif d'assistance aux femmes âgées pauvres. Si les pensions de réversion défient les catégorisations usuelles des droits sociaux, c'est que la logique de leur création et de leur attribution suit avant tout l'ordre du genre. Donc en fait, ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir pour donner des droits aux gens, mais c'est parce que c'était pensé de manière genrée, en disant, bon, bah les femmes se retrouvent sans rien quand leur mari meurt, il faut qu'on fasse quelque chose. Et les maris meurent plus tôt, notamment parce qu'ils font des boulots plus difficiles physiquement, quoi.
Mmh. Le jasmin étoilé, je connais pas du tout, tiens. Le lierre masculin toxique. Bon, là, c'est l'histoire de la mise en place dans les années 70 de ce truc. Des régimes de retraite, conjoints... Ah, voilà. Les femmes inactives, à l'époque, elles étaient catégorisées comme conjoints à charge. Voilà. Il y avait une prise en compte par le système de retraite par l'intermédiaire d'un système de majoration de la retraite de son époux. La majoration pour conjoint à charge. Voilà. Mais en gros, il y avait cette idée de faire une pension de réversion uniquement pour les femmes qui sont dépendantes financièrement de leur conjoint. En tout cas, c'était pensé comme ça. Hop. Ces éléments montrent que la logique de la pension de réversion est de se substituer, si nécessaire, au mari défunt. Ne pas les laisser sans rien. Je crois que l'espérance de vie des femmes est quasiment redescendue à celle des mecs. Aujourd'hui, je sais pas. Ils meurent plutôt à cause du tabac et de l'alcool. Bah non, mais c'est surtout les conditions de travail. Alors l'alcool et le tabac, c'est une des... Enfin, en fait, c'est très dur. Le problème, c'est qu'on avait lu des trucs sur le monde du travail où on était en mode... C'est hyper dur de catégoriser de quoi tu meurs. Mais en vrai, on peut dire que toutes et tous, on meurt du travail, quoi. Enfin, vraiment, la quasi-majorité, de manière écrasante des gens, ils ont des comportements addictifs à cause du travail. Tout est lié au mode d'exploitation, quoi. C'est assez terrible, mais c'est vraiment quand même beaucoup le cas. Et après, il y a plein de choses qui ne sont pas considérées comme accidents ou maladies du travail, mais qui sont clairement des maladies liées à l'exercice de ton métier de manière répétée pendant des décennies, quoi. Donc, c'est assez dramatique. Dans certains régimes de retraite françaises, les pensions de réversion ne sont d'ailleurs attribuées qu'aux femmes non remariées. Les nouveaux conjoints étant supposés pouvoir subvenir aux besoins de leur épouse. Quoi? Oh bah ça donne envie, hein. Ça donne envie, hein. Faut que tu fasses gaffe à dans quel système retraite tu es, hein. Attention, hein. Aïe, aïe, aïe. Ok, bon. En fait, en gros, on te donne de l'argent parce que t'as plus personne. Mais t'inquiète, quand tu retrouves quelqu'un, tu seras dépendante de lui. Tranquille, tranquille. On te laisse tranquille. Tu géreras ça avec lui, hein. Bisous. Comme ça, il pourra bien abuser de toi si c'est possible. Bon, là, ça revient sur les réformes successives. Ok, alors, à quoi on arrive aujourd'hui? Plutôt qu'une stabilisation du niveau de vie, cette mesure indique que les réversions peuvent être considérées comme une forme de rétribution du travail domestique effectué par les femmes dans le cadre du mariage. Voilà. Donc il y a quand même ce truc de dire, ok, les femmes mariées, elles ont travaillé gratuitement pour leur mari et pour le bien de leur famille, on le sait. Donc la pension de réversion, c'est un moyen de valoriser ça, quoi. Le secrétariat du Conseil d'orientation des retraites analyse cette évolution comme un tournant majeur dans le statut de la réversion. Ce n'est plus la prolongation du devoir d'entretien entre époux, qui peut en être la justification, mais la reconnaissance de la contribution du conjoint au fonctionnement du ménage et éventuellement à la carrière de l'autre membre du couple. C'est ça. T'as sacrifié une partie de ta carrière pour que l'autre puisse la faire sereinement, en prenant en charge la vie de famille et le domicile. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle interprétation de la pension de réversion qui est faite par le Conseil d'orientation des retraites. Non, c'est du pareil au même. Non, parce que symboliquement, c'est hyper important. La femme n'est plus un être passif auquel on doit subvenir à ses besoins comme je sais pas, t'as un animal domestique, t'en as la charge. Parce qu'en vrai, c'était ça, quoi. T'as un animal domestique, bon, t'as décidé de le prendre, il est pas autonome, maintenant tu le nourris, quoi. Tu t'en occupes, tu le soignes. Sinon, c'est la merde. Là, c'est pas ça. Avant, c'était ça, quoi. C'est devoir d'entretien entre époux. Là, l'idée, c'est de dire, non, en fait, il faut qu'on reconnaisse le fait que les femmes travaillent gratos. Et du coup, la pension de réversion, c'est un moyen, justement, de les rémunérer pour ça. Même si ça arrive extrêmement tard, évidemment. Et de dire, bah, en fait, une reconnaissance aussi du fait que tu as sacrifié ta carrière pour l'autre. Donc non, symboliquement, ça change énormément de choses. Parce que ça reconnaît que c'est pas dans l'ordre naturel des choses que les femmes se sacrifient pour leur conjoint. Mais que c'est du travail. Et que ça doit être pensé comme tel. Donc c'est pas du tout pareil. Merci Paul B pour les 36 mois, merci beaucoup. Cette interprétation des pensions de réversion semble devenir dominante aujourd'hui, comme l'indique un autre document qui date cette fois de 2019, présentant les justifications historiques du système de réversion. Il s'agit de prolonger au-delà du décès le partage au sein du couple du fruit du travail rémunéré de celui qui est décédé. Travail rémunéré qui a été facilité parce qu'un travail domestique a été assuré par le conjoint survivant. C'est ça. Vous voyez, ils disent travail.
travail rémunéré versus travail domestique. Donc ça, c'est hyper important. Hein. C'est hyper important, ça évite de naturaliser le fait que les femmes, dans leur essence, naturellement, auraient la capacité à s'occuper de toutes les tâches ménagères et de leurs enfants, là. En fait, voilà, ça montre vraiment que c'est un travail, c'est le fruit d'un travail. Qu'on la considère comme un instrument de lutte contre la pauvreté des femmes âgées, une manière de maintenir leur niveau de vie lors du décès de leur conjoint, ou encore une forme de rétribution de leur travail domestique, la pension de réversion constitue un instrument genré d'action publique qui rétribue sous des formes différentes les activités des femmes et des hommes. L'étude des conditions pratiques d'attribution de ces prestations montre qu'il s'agit d'un type de revenu moins légitime et plus incertain que les pensions de retraite. C'est ça. T'es pas sûr de l'avoir, il faudrait que ton conjoint meure avant toi, donc c'est déjà pas bon. C'est déjà pas la fête quand tu l'obtiens. Et en plus, c'est moins légitime parce que bah, ça vient pas du travail rémunéré, donc c'est un peu délégitime. Enfin, ouais, de la merde, quoi. C'est là, c'est mieux que ça soit là parce que ça évite de creuser l'écart entre le travail salarié masculin et le travail féminin. Mais c'est quand même... C'est pas suffisant du tout, quoi. Salut l'enculé en tongs. Ok. Les droits hiérarchisés en fonction du sexe. Les pensions de retraite et de réversion en France sont des prestations sociales gérées par différents organismes spécialisés. Le principal est la Caisse nationale d'assurance vieillesse, caisse de retraités de la sécurité sociale, qui gère les retraites de base de l'ensemble des salariés du secteur privé, environ 80% des retraités. Les pensions de réversion associées ainsi que le minimum vieillesse. L'observation du travail au sein de cette administration permet de mettre en évidence les hiérarchies implicites entre différentes prestations qui dépendent notamment du sexe des bénéficiaires. Quoi? On va moins bien s'occuper des dossiers des femmes? Non mais arrêtez là, pourquoi vous faites ça? Donc ça, le chercheur, lui, il a vu ça parce qu'il a passé du temps dans ces institutions-là, justement. Il a travaillé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc il a vu le traitement des dossiers, il a pu avoir accès aux archives aussi, etc. Il a expliqué dans l'onglet méthodo que j'ai lu vite fait en diagonale, et je vous ai juste dit ça. Non mais c'est chaud là. Les délais de traitement des dossiers varient en fonction du type de droit demandé, donc les dossiers des femmes sont plus longs. Oh là là. Donc c'est 4 mois pour une demande de retraite, 6 mois pour une retraite de réversion. Ah oui, d'accord. Il subsiste une différence importante car la demande de retraite peut être effectuée avant le passage à la retraite. Pratique d'ailleurs encouragée par les caisses. Oui, tu prépares ton dossier pour aller à la retraite et la pension de réversion, tu peux pas. Oui, c'est normal. Il faut que le conjoint soit décédé. Bah oui. Donc c'est différé dans le temps de plusieurs mois. Mais en même temps, c'est normal. Mais oui, ça veut dire que pendant plusieurs mois, s'il n'y a plus ton conjoint pour subvenir à tes besoins et qu'il faut que tu fasses les papiers parce qu'il est décédé pour avoir la pension de réversion, bah tu peux te retrouver dans la merde. À moins que tu tues ton mari, t'anticipes tout. Non, quel enfer. Je pense que tu peux perdre la pension de réversion si tu fais ça. Quel enfer. D'autres droits, et c'est important car ils ne sont pas distribués au hasard, n'ont pas de délai de traitement définitif, comme le minimum vieillesse. Quoi? Donc le minimum vieillesse, ça peut prendre 2 mois, 6 mois, 1 an, on sait pas. Les bénéficiaires du minimum vieillesse sont à 56% des femmes. Quoi? Ah, donc c'est ça, la pension de réversion. C'est quand t'as plus de 55 ans. Et la pension de veuvage, c'est quand t'as moins de 55 ans. Pension attribuée aux personnes veuves de moins de 55 ans sous condition de ressources. Il faut, si t'es pauvre et que t'as moins de 55 ans, tu peux avoir accès à la pension de veuvage si ton mari crève. Le minimum vieillesse, je sais pas s'il a augmenté. À l'époque, c'était 800 balles. Je sais pas s'il a bougé. Il est en dessous de la hache. Le montant. 961 €. Il est en dessous de la hache. Parce que l'allocation adulte handicapé... Ah non. C'est pareil. 971. 961. Ouais, à 10 balles près. À 10 balles près. Donc 900 balles par mois, quoi. Ouais, c'est à peu près pareil. Mais à une époque, c'était 800 balles. Je me souvenais de 800 balles, je sais pas pourquoi. Voilà. Bon, tu vis pas avec... Enfin, franchement, 960 balles par mois, tu fais pas grand-chose avec ça, malheureusement.
Surtout si t'as des soins à payer. Hein. Parce que plus t'es âgé, plus t'as potentiellement des soins que tu dois prendre en charge, quoi. Pareil pour les personnes en situation de handicap, quoi. C'est abusé. Donc on disait 56% des bénéficiaires du minimum vieillesse sont des femmes. Très bien. Dans l'ensemble, le type de prestation de retraite dont les femmes sont les principales bénéficiaires présente des délais plus longs ou bien moins définis. Dans le cas des veuvages, cela génère une insécurité sur la continuité des revenus. Bah ouais. Tu vas dire, mais qu'est-ce que je vais devenir en fait? Tu sais, ton mari décède, t'es déjà en PLS et après t'es là genre, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ou un soulagement peut-être. C'est envisageable aussi. Est-ce que j'irai pas aux toilettes maintenant? Si, je vais faire ça. Je vais aux toilettes parce que j'ai bu beaucoup trop ma gourde au début de ce stream. Je reviens tout de suite, le chat. À tout de suite. On continue cet article qui nous met la mort. Voilà, les femmes sont pauvres, on le savait déjà, mais là, pauvre et vieille, ça fait quand même beaucoup, là, non? À tout de suite, le chat. Des bisous. C'est quoi cette photo de moi? Allô, oui, mal soir à toutes et à tous. J'arrive. Bon, j'arrive, je ne sais pas si c'est vraiment moi qui arrive ou quoi. Je me reconnais pas, hein. Le changement est total. Écoutez, ses cheveux ont été coupés au ciseau de cuisine. Et vous avez vu? J'ai pas du tout la même tête, hein. J'essaye d'ouvrir la porte. Peur, impossible d'ouvrir la porte. Désolée. Quelqu'un peut essayer d'ouvrir... Ah! C'était quoi, ça? Il attaque! Quand la lumière clignote, c'est qu'il est à côté et qu'il attaque. Il est là, les filles, il est derrière, il y avait sa tête. Vous avez pas vu son crâne? Quelqu'un a enregistré? Quelqu'un a pris une photo? J'ai laissé tomber l'appareil photo quelque part en prenant la théière. En prenant la théière. Heureusement qu'on est à plusieurs, sinon ce serait la panique. J'arrive pas à ouvrir? C'est normal que j'arrive pas à ouvrir? Ah ok, il faut la tirer. Je rentre dans le garage. Oui, je te suis. Bah c'est un sous-sol, c'est pas un garage en fait. Ditz? Allô? On a perdu Ditz. Elle est morte, hein? On a perdu Ditz? Oh non putain, elle est morte? On l'a perdue? Ditz, réponds-nous. Peut-être que le signal est brouillé dans le garage. Peut-être que le signal est brouillé. Mais le voyant est vert, donc le disjoncteur est bien allumé, on peut remonter. On va... Je crois qu'elle a vu le fantôme et elle est... Au secours, j'arrive plus à parler. À l'aide. Je remonte. Ouais. Dites, il y a son cadavre. Oh bah putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a la... Il y a son cadavre. Il y a son cadavre avec son émetteur qui trouve les fantômes. Elle n'a même pas pu enregistrer la peur. Mais... Il y a Bulle qui arrive plus à parler. Du coup, quand le fantôme est apparu, il l'a buté? Il l'a tué. Il l'a tué. À l'aide. Pensons efficace. Regroupons toutes ces affaires. Ok. Il y a une petite larme qui coule. Mais alors... Oh putain, sa tête. Je viens de voir sa tête. Je vous jure, c'est terrible. Nous sommes réunis ce soir pour porter grâce à la sainte Ditz. Ditz, porteuse de la frange, nous a rejoints aujourd'hui pour nous apprendre, nous faire suivre la voie sacrée. Oui, bientôt, l'entièreté des femmes de France porteront la sainte frange. Aïe aïe aïe, je suis fatiguée. En fait, j'ai été frappée à la porte pour chercher des bonbons avec une belle-mère déguisée en Slutty, Monster et compagnie. Je sais pas si vous visualisez un petit peu. Attendez, je vais vous montrer. Slutty, Monster et compagnie. Oh, non.
Je sais pas pourquoi je m'embête à chercher mon chat alors qu'il est toujours dans la tête de Lila. L'endroit le plus frais de l'appart à se planquer. Aïe aïe aïe. Salut Log. Salut Corbeau. Merci Iseniel pour les 27 mois de soutien. Bonjour. Bonjour Iseniel. Bonjour, bonjour. Terrible. Terrible histoire ce chat là. Je suis arrivée au meilleur moment, mais comme toujours, les timings sont parfaits. Alors, on en était sur le fait que c'est plus dur de faire, c'est plus long et c'est plus compliqué de faire tes dossiers pour les pensions de réversion et de retraite quand tu es une femme. Voilà. Les pensions de retraite et de réversion en France sont des prestations sociales gérées par différents organismes spécialisés. Le principal est la Caisse nationale d'assurance vieillesse, Caisse de retraite de sécurité sociale. Ah oui, mais ça, on l'a déjà lu. On en était là. Contrôler les bénéficiaires. Voilà. Donc, très bien. En pratique, les conditions d'accès à cette pension sont très restrictives. Ah oui, par rapport au veuvage. Voilà, c'est ça. Merci Nemo Rosae pour les 39 mois de soutien. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour Nemo Rosae. Si vous avez moins de 55 ans et que vous êtes marié et que votre mari décède, vous avez le droit de demander une pension de veuvage si vous gagnez peu d'argent. Voilà. L'absence de conditions légales de durée de traitement dans le cas de l'allocation veuvage peut avoir pour conséquence de restreindre l'accès des femmes aux droits liés à ce veuvage. Cette allocation a été mise en place en 1980 avec l'objectif d'apporter une aide temporaire aux veuves de moins de 55 ans dans l'attente d'un éventuel retour à l'emploi ou de l'accès à la réversion. Donc, l'idée, c'est d'essayer de les faire revenir dans le monde du travail et de les aider temporairement. En pratique, les conditions d'accès à cette pension sont très restrictives et ont suscité, d'après une note de 2004, des critiques récurrentes. 10 ans plus tard, lors de mon enquête, j'ai pu assister à une réunion des chargés d'accueil des agences retraite du département Île-de-France, durant laquelle la question de l'accès à l'allocation veuvage a été évoquée. Une responsable régionale de la formation continue animait la journée et interrogeait les chargés d'accueil sur leurs pratiques, les questionnant notamment au sujet de la pension veuvage. Les dossiers étaient alors traités par un service spécialisé situé dans l'agence Ardennes, dans le 19e arrondissement de Paris. Ce service ne reçoit pas de public, si bien que les assurés ne peuvent pas rencontrer les personnes en charge du traitement de leur dossier. Ça doit être stressant, hein, de ne pas pouvoir rencontrer la personne qui s'occupe de toi, si t'as des questions et tout. Avec Internet, maintenant, ça doit être encore pire. Le temps de traitement des dossiers étant particulièrement long, les chargés d'accueil étaient régulièrement sollicités sur l'état d'avancement des requêtes et ne pouvaient généralement pas y répondre. C'est ça. En fait, ça dure pendant plusieurs mois. T'es là, tu téléphones en mode s'il vous plaît, ça met combien de temps? C'est bientôt terminé. Et là, il y a personne qui te répond et tout. Enfin, c'est horrible. En conséquence, la responsable de la formation leur demandait implicitement de réduire leur travail d'information afin de minimiser l'accès à l'allocation veuvage et de réduire ainsi le nombre de demandes. Car le service en charge des traitements des dossiers était débordé. Mais non! Ah ben, c'est simple, on a trop de travail, donc n'informez pas les gens qu'ils ont le droit à cette pension de veuvage. N'informez pas les gens de leurs droits, comme ça, ils n'utilisent pas leurs droits, comme ça, on a moins de travail. Mais qui ne connaît pas ses droits? Les pauvres. Les pauvres ou les personnes qui n'ont pas toujours grandi dans l'administration française aussi. Ah, ça craint, ça va venir renforcer les inégalités, hein. Qui va pouvoir le demander? Ceux qui savent déjà, donc comme par hasard, ceux qui ont plus de facilité avec l'administration. C'est horrible. Les consignes que l'on a, c'est de faire un lotus. Un courrier électronique à l'équipe du veuvage. Mais vraiment, le pire cas, c'est d'envoyer dans le 19e pour le dossier veuvage. Parce que là, à coup sûr, la personne, elle traverse Paris. Et donc là... Mais voilà, je sais que c'est difficile à gérer parce qu'on n'a pas de ressources à leur donner. Mais vraiment, ce n'est pas les aider, au contraire, de les envoyer aux Ardennes. L'allocation veuvage, c'est peut-être pas quelque chose sur lequel on fait énormément de pub. Parce que voilà, on sait ensuite derrière combien de temps ça va mettre. On communique pas énormément sur comment on va avoir l'allocation veuvage. Vous voyez bien qu'il y a des sujets sur lesquels il y a beaucoup plus de communication qui est faite que les autres. Wow. Ça me rappelle le gars de Pôle emploi viré parce qu'il disait aux chômeurs leurs droits et leurs aides disponibles. Oui, oui. Ah bah, on préfère quand tu fais mal ton travail là-bas, hein. Parce que sinon, ça coûte trop cher. Il faut embaucher d'autres personnes pour gérer parce qu'il y a trop de dossiers. Et nanani, et nanana.
L'État qui prend pas du tout en charge le travail qu'il doit faire, quoi. C'est horrible, c'est d'une tristesse. Ici, les conditions d'accès restrictives aux allocations veuvage se conjuguent à la lenteur du traitement des dossiers et aux directives de l'administration impliquant de ne pas diffuser l'information sur cette prestation pour réduire la demande d'une prestation sociale dont bénéficient en grande majorité les femmes. Cette dynamique peut s'interpréter comme une forme de discrimination indirecte opérée par l'administration. Mais c'est carrément ça. Hein. Oh, c'est dramatique. Ah justement, ça parle du contrôle juste après. Pleur de joie qui dit « Par contre, l'État a assez d'argent pour payer les contrôleurs de la CAF. » Voilà. Par contre, alors on met pas d'argent pour faire les dossiers, mais une fois que t'as le dossier et que t'as reçu ton aide, là, on va te contrôler. Ça, il y a de l'argent pour ça. T'inquiète. T'inquiète. Au cas où t'aurais fraudé, évidemment. Hein. Classique, l'administration française. À la fac, les campagnes d'infos sur les droits des étudiants pendant les partiels, ou encore que le président d'université peut, par exemple, exempter jusqu'à 5% d'étudiants non boursiers de frais d'inscription est quasiment jamais connu. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Après, on a tous... Oh, j'ai réussi à le dire. On a tous très peu conscience de nos droits. Hein. Globalement. Hein. C'est un peu une catastrophe. Après, il y a de plus en plus... C'est là que la fracture numérique est importante. Il y a de plus en plus de sites officiels de l'État sur lesquels tu peux aller et ça te dit, en mettant toutes tes infos, ça te dit à quel droit tu as accès. Alors, ça ne doit pas tout inclure, mais par exemple, pour la prime d'activité, ça a permis à mes parents de l'avoir. Donc voilà. Des fois, il y a des trucs comme ça, mais j'ai l'impression que ça vient creuser encore plus qui est capable de se renseigner ou non. Comment vous savez que cette aide existe? Aucun agent n'en parle, c'est suspicieux, vous devez être un fraudeur. Les pensions touchées par les femmes sont également plus souvent l'objet de contrôles. Comme d'autres administrations, la CNAV, donc la Caisse nationale des assurances, a accentué son action de lutte contre la fraude aux prestations sociales à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Un dossier de presse indique en 2011 que les effectifs des agents dédiés à la lutte contre la fraude ont été renforcés de 70%. Mais... il faut arrêter là! 75 postes à temps plein pour ça. Mais mettez-les ailleurs! Mettez-les ailleurs! Putain! Pour être contrôlé, faut-il encore que les pensions reçues par les bénéficiaires soient soumises à une condition qui fasse l'objet d'un contrôle? La demande de retraite ne l'est que ponctuellement, au moment de la demande de liquidation. À cette occasion, les professionnels vérifient l'authenticité des pièces fournies par les assurés. Les déclarations effectuées dans les dossiers de demande de pension de réversion peuvent au contraire être contrôlées après leur attribution en raison des conditions de ressources associées. Alors en gros, là ce qu'il est en train de dire le chercheur, c'est que quand tu fais une demande de retraite, de pension retraite, tu peux mentir sur les pièces, il y a peu de chances que ce soit contrôlé. Par contre, quand tu as accès à la pension de réversion ou de veuvage quand ton conjoint est décédé, là c'est contrôlé. Directement. Celles-ci sont contrôlées par l'intermédiaire d'un formulaire de déclaration de ressources envoyé par courrier et la pension peut être suspendue en cas de non-réponse, éventuellement accompagnée d'une demande de remboursement d'un trop perçu. Voilà. La proposition de résolution de l'Assemblée nationale de 2018 demande au gouvernement d'envisager de prendre des mesures urgentes et claires pour sécuriser la situation des personnes veuves bénéficiant d'une pension de réversion. Ça indique même que les caisses demandent parfois de manière contraire à la réglementation le remboursement des pensions de réversion sur plusieurs années. Mais ça va pas? Demander le remboursement sur plusieurs années, mais les gens ils vont bouffer des cailloux. J'avais vu un truc comme quoi les mères célibataires étaient les plus visées par le contrôle. Bah ouais, parce qu'ils se disent elles ont rien à perdre quoi. C'est horrible. C'est vraiment atroce. Il y a tant de fraude des pensions de réversion? Bah c'est sûr que là on n'a pas les chiffres, mais c'est sûr que non, mais c'est sûr que comme d'habitude avec les histoires de fraude aux aides sociales, c'est minime par rapport aux moyens qui sont mis. Là c'est même pas la CAF. Cette possibilité de contrôle place ainsi les retraités qui perçoivent les pensions de réversion dans des situations comparables à celles qui sont bénéficiaires du minimum vieillesse, une prestation soumise à une condition de durée de séjour et de résidence sur le territoire français. Cela a donné lieu à des contrôles spectaculaires, en particulier concernant les résidences des retraités étrangers bénéficiant du minimum vieillesse, dont le caractère discriminatoire a été dénoncé par le groupe d'information et de soutien des immigrés. Quoi ? Ils ont été dans des résidences pour personnes étrangères retraitées et ils ont fait les contrôles là-bas.
En mode, tiens, on imagine que les fraudeurs sont là-bas. Non, c'est clairement des discriminations. What the fuck? Je bosse à la spam en arrêt depuis 6 ans, je crois. J'ai l'impression d'être au boulot. Je peux confirmer l'authenticité de tout ce qui est dit dans cet article. Oh, c'est dramatique. Hein. Comment on pourrait frauder d'ailleurs? Le mari est pas vraiment mort. Non, mais frauder sur les pièces. Sur les pièces justificatives pour augmenter... Ça te permet d'augmenter les revenus que tu vas percevoir, je pense. En mode... Ah, mon salaire, il est de 4 000 € par mois. Oui, 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 oui. Le salaire de mon mari, c'est de ça. Oui, oui, oui. Ah, je vous jure. Aïe, aïe, aïe. Bon, ils vont pas nous faire un tutoriel fraude, mais je pense que c'est des délires comme ça. Les pièces justificatives qui sont fausses. Pas la mort des gens. Les objectifs mis en avant dans la gestion de la CNAV définissent ainsi une forme de hiérarchie entre les différentes prestations de retraite et par extension entre leurs différents bénéficiaires. Les femmes et les étrangers sont davantage concernés par les pensions de réversion, le minimum vieillesse et l'assurance veuvage. Ils sont aussi le plus souvent victimes des inégalités liées au délai de traitement des dossiers, à l'accès à l'administration et au contrôle. Nous nous arrêterons maintenant sur les citations spécifiques des femmes, avant d'interroger le caractère intersectionnel des inégalités mises en évidence. Donc c'est les femmes et les étrangers avant tout, quoi, qui subissent. Mais la France n'est pas raciste, t'inquiète. Non, 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 on n'a jamais vu ça. J'ai une très grande difficulté à continuer à lire à voix haute. Ça fait combien de temps? Ça fait que 1 heure que je lis, je suis en train de galérer. Là, on a une situation concrète d'une retraitée. Ça, c'est pas mal. On va lire ça. Mais je vais devoir faire de la sélection et pas pouvoir lire tout l'article. Parce que la chaleur est en train de me griller le cerveau. C'est pour ça qu'en été... Là, on est encore en canicule. À Lyon, il y a pas eu d'orage cette nuit. Mais c'est pour ça que l'été, je vais pas faire trop de lecture. Mais là, il fallait terminer le cycle quand même, quoi. Ok, alors... Donc, il y a des dossiers qui ont eu un temps de traitement largement supérieur au délai des 4 mois. Prenons l'exemple de Véronique Azoug. Azoug, oui, c'est ça. Véronique Azoug. C'est une retraitée française, non immigrée. Elle a fait des études d'espagnol à l'université de Nanterre entre 1968 et 1970. Puis, elle a travaillé dans différents métiers peu qualifiés du secteur tertiaire. Employée dans le privé et dans le public. Elle est veuve d'un immigré d'Algérie, ancien maître d'hôtel. Lorsque je la rencontre, à une permanence de l'association en avril 2019, elle a déposé une demande de pension de réversion auprès de la CNAV depuis 21 mois. Et vient seulement de recevoir une réponse négative. 21 mois? Le délai, normalement, c'est 4 mois. 21 mois. Ouais, je suis un petit barbuck avec mon cerveau, c'est ça. Après près de 2 ans d'attente, elle est surprise de recevoir cette lettre de refus qui ne donne aucune justification argumentée. C'est grave. Salut Artillerie. C'est comme la MDPH, le délai sur le papier, c'est du flan. Non mais là, tu te dis, son mari est décédé. Ça fait 21 mois qu'elle attend pour avoir une pension de réversion. Elle a rien, c'est dur. Hein. Souhaitant des précisions sur ce rejet qui lui semble injuste, elle prend rendez-vous près de chez elle au point d'accès aux droits de son arrondissement. Elle y rencontre Sophie Dutheil lors de sa permanence hebdomadaire qui lui propose de suivre son dossier dans le cadre de l'association. Sophie saisit alors des voies de recours disponibles dans une telle situation. D'abord par la rédaction d'un recours gracieux envoyé en lettre recommandée à la commission de recours amiable de la Caisse. Après 2 mois sans réponse, ce recours peut être considéré comme implicitement refusé. Ce qui ouvre la possibilité de contester, durant les 2 mois suivants, auprès du tribunal de grande instance. Donc il faut quand même avoir la force d'aller au tribunal pour dire « Non, 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 mais j'ai le droit à ça, en fait. Là, vous allez me le donner. » C'est à ce point qu'en est la procédure lorsque j'assiste au rendez-vous de Madame Azoug. Alors, le bail, c'est que le chercheur, on a dit, au début, il travaillait dans l'administration française qui octroyait justement les aides. Et après, il s'est mis à travailler dans une association pour voir un peu les 2 côtés, quoi. Mis à part la lettre de refus, elle n'a reçu qu'un seul courrier de la CNAV depuis l'envoi de sa demande de réversion. Celui-ci étant adressé à son mari, décédé 1 an plus tôt, lui demandant de renseigner le montant de sa retraite algérienne. Donc ils ont demandé à son mari mort de dire combien il gagnait. Oh là là. Il faut tout le temps relancer, noter, savoir quoi faire, ne pas oublier. Bah c'est horrible, hein. C'est pour ça qu'il y a des assos et des travailleurs sociaux. Hein. Salut Mob Boran.
Lors du rendez-vous à l'association, Madame Azoug s'interroge sur les motifs du refus de la tante, sur les raisons de son courrier à ce mari décédé. Elle demande à Sophie si, d'après elle, elle serait victime de discrimination, notamment en raison de la nationalité de son mari défunt. Celle-ci lui répond que c'est malheureux, mais que sa situation est relativement courante. Elle ajoute que la saisie du tribunal a des chances de faire réagir la CNAV. Ah voilà. Si tu vas voir le tribunal, là ils font attendez, on va effectivement revoir le dossier. Oh non, bah oh ça va. Non, en fait ça c'est bon. Non, pour vous c'est bon, ouais, voilà. T'imagines? La situation de cette retraitée est de fait loin d'être exceptionnelle. Il s'agit plutôt du déroulement normal d'un recours auprès de la CNAV. Les agences étant inaccessibles, les échanges passent principalement par la voie habituelle de recours, la commission de recours amiable. Dans la grande majorité des cas que j'ai pu observer, directement ou par l'intermédiaire des dossiers archivés, cette commission ne répond pas aux demandes des assurés dans le délai légal de 2 mois. La plupart du temps, les retraités reçoivent des réponses seulement après avoir saisi le tribunal, à l'approche de la date d'audience. Mais t'imagines le stress? À l'approche de la date d'audience, ils te donnent le truc? Oh non, mais ça, c'est grave. Ça rajoute du délai et cela fait aussi partie du mécanisme. Oui, bah oui, c'est ça. Ça permet de temporiser, quoi. Et pendant ce temps-là, t'es toujours aussi pauvre. Oui, c'est de la maltraitance institutionnelle, hein, clairement. On assiste donc... J'ai du mal à... Vous avez vu, plus je fatigue, plus j'ai du mal à articuler. Je dis institutionnel, c'est la maltraitance institutionnelle. J'arrivais pas à le dire. En plus de toute la souffrance qui peut briser des vies, ça coûte cher en fonction de combien ça encombre les tribunaux d'avoir mis de l'argent en amont à traiter les dossiers. Ah, ça coûte cher à l'État? Bah oui. Bah oui. Ça veut dire plus de 2 ans à stresser, ouais. Ça écrème, beaucoup n'iront pas jusqu'à l'audience, comme ça ils ne vont pas jusqu'au recours et ils n'auront jamais les aides auxquelles ils auraient pu avoir droit. C'est horrible. Et ça, c'est ce qui est le plus grave, c'est que le chercheur l'a dit que c'est le fonctionnement normal. C'est le fonctionnement normal de l'institution, là. C'est pas un cas isolé ou une défaillance, c'est le fonctionnement normal. Le fonctionnement normal, c'est justement d'écrémer, quoi. On assiste donc à une forme de judiciarisation des relations avec l'administration. Donc on passe par les tribunaux pour gérer ces relations avec l'administration. Le temps de traitement des dossiers est alors dicté par le rythme de la procédure judiciaire. Souvent, cela implique également de faire une demande d'aide juridictionnelle. Demande de prise en charge des frais liés à une procédure judiciaire. Ça, tu dois demander de l'argent pour récolter l'argent auquel tu as le droit. Oh là là. Le temps de traitement s'ajoute à la durée de la procédure, c'est ça, parce que tu vas pas avoir l'aide juridictionnelle tout de suite, quoi. Tu as dit écramer? Exactement, non mais c'est... Une application stricte du droit. C'est des merdes. Voilà ce que je dis, c'est des merdes. Ouais, il n'y a pas de valorisation ni de reconnaissance du travail domestique, c'est très difficile. Ok. Diagnostic, énorme merde, ouais. C'est le cas courant où tu réussis à avoir de l'aide administrative. Non mais c'est dramatique. Les prestations sont toujours révocables. Oh, tu galères pour avoir ta prestation et après on fait... Ah non, non, non. L'accès à la pension de réversion est de manière générale plus difficile que l'accès à la retraite. Ça, c'est quand même grave. Hein. Oh. Ça, c'est grave. Hein. Plus que pour des pensions de retraite, les refus s'appuient sur une application stricte du droit qui pénalise les assurés. Donc, ils font pas avec les situations particulières. Ils appliquent le droit bêtement en mode « Non, ça, c'est le droit. » Voilà. Compte tenu des difficultés d'accès à l'administration liées à la fermeture des guichets, les contestations et les refus font rarement l'objet d'accords à l'amiable, mais nécessitent de plus en plus un recours à l'institution judiciaire, qui allonge la durée des procédures durant lesquelles les femmes concernées vivent généralement avec des ressources faibles. Le bénéfice d'une pension de réversion est toujours révocable, ce qui crée des conditions d'ayant droit plus précaires que pour les retraites de droit propre. C'est ça. T'es quand même assez précarisé avec une pension de réversion, quoi. Et en fait, le mieux, c'est d'avoir une pension de réversion et une retraite.
Mais si t'as que la pension de réversion, t'es dans la sauce parce qu'ils peuvent te l'enlever à n'importe quel moment. Aïe aïe aïe. Là par exemple, elle a pas renvoyé le questionnaire relatif aux ressources assez rapidement et elle a perdu une partie de ses droits. C'est quand même grave. Le montant mensuel de sa retraite est réduit à 180 €, vous voyez? C'est quand même dramatique là. Les relations entre les femmes veuves et l'administration peuvent donc être caractérisées par l'attente et l'incertitude des droits acquis, qui sont le signe de la relation asymétrique entre les femmes et l'administration. L'État et la sécurité sociale contribuent ainsi à reconduire pour ces femmes des formes de dépendance en contrôlant leur accès à l'argent après le décès de leur conjoint. Oh, c'est horrible. Oui, c'est ça. Elle te fera un plaisir de chercher un moyen de retirer l'un ou l'autre. Mais le retraite, on peut pas. La retraite, on peut pas te la retirer. À part si t'as fraudé et que t'as fait des faux papiers. Mais comme c'est lié aux cotisations, on peut pas te la retirer. Là, c'est le problème, c'est que toutes les autres formes, c'est lié à ton mari. Donc, t'es dépendant de ton mari ou de la mort de ton mari ou des revenus de ton mari. Donc là, c'est ce qui fait le truc... C'est horrible. Alors, je vais lire les conclusions à chaque fois parce qu'il y a des belles conclusions, quoi. Mais non. Alors là, nouveau truc. Si tu as le droit à une retraite ou une pension de réversion française alors que tu vis à l'étranger, on te demande de venir au consulat 2 fois. Alors qu'en France, on te demande de rester chez toi et de faire les démarches via Internet. Regardez là. Outre l'importance du traitement de dossier, donc ton dossier est plus long quand tu habites à l'étranger, ce qui est frappant, ce sont les exigences spécifiques qui ont été formulées, notamment celle de se rendre au consulat à Alger pour obtenir une pension de réversion, et cela par 2 fois. Les pensionnés résidant en France ne font pas l'objet de telles demandes et sont plutôt encouragés à rester chez eux et à faire leurs démarches via Internet. La résidence à l'étranger implique donc un mode d'accès particulier et plus restrictif au droit à la réversion. C'est horrible. En mode non, mais ça doit être sûrement de la fraude, donc tu vas te déplacer. J'imagine une réunion où ils se sont dit comment faire pour emmerder le champ le plus possible. Non, comment faire pour qu'on garde notre argent? Ok, on a ce budget, on veut tout garder. On n'utilise rien. Comment est-ce qu'on fait? Je pense que c'est ça. Ah mais non, mais écoutez. Autre délire là. Il y avait le cas justement de Madame Azoug. Il continuait à en parler. Et donc Madame Azoug, c'est une femme veuve de classe moyenne et supérieure. Elle va pas pouvoir cumuler les revenus qui sont issus de sa pension de réversion avec le patrimoine qu'elle hérite. C'est pas possible. Parce qu'en fait, la pension de réversion, tu y as le droit que si tu montres que t'as pas trop de revenus, quoi, que t'es plutôt pauvre. Alors que pour les hommes, comme ils ont une retraite et pas une pension de réversion, c'est une retraite en droit propre, ben eux, ils ont le droit aussi d'avoir d'hériter de patrimoine. C'est ok. Super. Super. Donc là, c'était la judiciarisation. Ah oui, mais ça, on va le lire, la judiciarisation, je pense. Ah oui, on arrive à la fin, c'est bien ça. Super. Parmi les dossiers de l'association, j'ai été surpris d'en trouver peu correspondant à des pensions de réversion de femmes de classe populaire. Ces dernières paraissent particulièrement sous-représentées par rapport aux femmes des classes moyennes et supérieures, comme par rapport aux hommes des classes populaires. Mais où sont les femmes de classe populaire? Elles ne demandent pas de pension de réversion, c'est quand même bizarre, elles y ont le droit. Cela peut sembler contradictoire avec ce que l'on sait de la division sexuée du travail administratif au sein des classes populaires. Saisir l'association nécessite en effet certaines compétences administratives, lesquelles, dans les classes populaires, sont plutôt des compétences féminines. Mais les travaux qui font cette analyse de genre s'intéressent avant tout à des générations qui n'ont pas atteint la retraite, dans lesquelles les femmes sont en moyenne plus diplômées que les hommes, ce qui n'est pas le cas des générations actuellement à la retraite, ni même de celles qui s'en approchent. D'après l'enquête Emploi INSEE de 2018, 26% des femmes âgées de 55 à 64 ans n'ont aucun diplôme, contre 23% des hommes. Bon, la différence n'est pas si frappante, hein, entre 23 et 26%. La règle, c'est pas de capital pour les femmes et les étrangers. C'est carrément ça, ouais. Ouais. N'accumulez rien, s'il vous plaît. Je relate ici 2 observations réalisées à 1 semaine d'intervalle lors de ma rencontre avec Madame Benbraham.
Sa situation permet d'illustrer ce que peuvent être ses compétences administratives spécifiques, dont la maîtrise constitue une condition de possibilité décisive pour pouvoir être suivi par l'association, puis formuler un recours jugé recevable par l'administration et la justice. Ça, c'est ouf parce que tu dis, une asso, elle va pouvoir aider les gens à avoir leur pension de reversion et leur retraite. Mais en fait, même pour pouvoir discuter avec l'association, fournir les bons papiers, les trouver, même ne serait-ce savoir que tu as accès à ces droits et trouver l'asso, bah rien que ça filtre et ça fait que les personnes les plus pauvres vont pas l'utiliser, quoi. Donc c'est ceux qui sont juste classe populaire stabilisée, quoi, ou au-dessus. Mais ça va pas être les personnes les plus précaires. Une femme a rendez-vous avec Sophie lors d'une permanence de l'association. Donc ça, c'était avant qu'il sache que c'était Madame Benbraham. C'était son compte-rendu d'observation qu'il a fait le 19 mai sur le terrain. Une femme a rendez-vous avec Sophie lors d'une permanence de l'association. Elle a une 60aine d'années et vient pour un problème avec sa pension de réversion. Sur les conseils d'une assistante sociale qui a rédigé un courrier pour expliquer sa situation. Sophie lit rapidement les différents documents et le courrier explicatif. Elle considère que ce n'est pas clair, car différents éléments entrent en contradiction. Lorsqu'elle demande des précisions factuelles, Madame Benbraham ne répond qu'elle ne sait pas. Sophie insiste et demande si les courriers ont bien été envoyés en recommandé. Puis après avoir obtenu quelques fois la même réponse, elle commence à s'agacer. Madame Benbraham lui explique que c'est son assistante sociale qui a fait le dossier de réversion et que c'est elle qui lit ses courriers car elle ne les comprend pas. La semaine suivante, l'assistante sociale appelle l'association. Elle demande à parler à la personne qui a reçu Madame Benbraham. Sophie lui explique qu'elle ne pouvait rien faire parce que Madame Benbraham n'a pas apporté suffisamment de justificatifs pour motiver un recours et que les courriers n'avaient pas été envoyés en recommandé. L'assistante sociale explique qu'elle s'est chargée de l'envoi des dossiers, mais que son budget ne lui permet pas de les envoyer en recommandé. Oh! Bah ouais, parce qu'en fait, l'assistante sociale peut le faire pour elle, mais elle n'a pas l'argent pour. Et la dame qui demande l'aide, elle sait pas faire et elle pourra pas le faire elle-même. Oh là là, c'est horrible. On est dans une situation de merde là. Ah oui, c'est ça, c'est pas gratuit les recommandés. Ces observations montrent le décalage entre les compétences administratives de Madame Benbraham et celles nécessaires pour former un recours en justice. Les salariés de l'association acceptent en effet d'ouvrir un dossier à condition qu'elle ou il estime que les éléments transmis par l'intéressé sont suffisants pour appuyer un recours. Donc on t'aide si on voit que tu as la capacité à pouvoir porter le truc jusqu'au bout. D'un point de vue légal, il y a plein de papiers que tu es obligé d'envoyer en recommandé, d'un point de vue légal. Je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est le cas. Les personnes qui s'adressent à l'association sont donc censées adopter activement certaines pratiques administratives spécifiques, comme par exemple envoyer leur courrier recommandé, demander systématiquement un récépissé lorsqu'elles déposent des documents à un guichet. Lorsque ce n'est pas le cas, les salariés font comprendre aux personnes concernées qu'il aurait impossible de les appuyer dans ces conditions. Le récépissé, c'est très grave. En fait, en gros, quand tu vas à un guichet d'un truc de l'État, tu peux formuler une demande, mais en fait, toi, tu n'as aucune preuve que cette demande n'a été faite. Si tu demandes pas à la personne de l'administration, un récépissé, qui est un papier qui dit « tel jour, la personne a fait une demande pour ça ». Mais ça devrait être automatique que l'État te donne ça. Et ils le font pas. Ils le font pas. Donc, s'il vous plaît, demandez des récépissés. Dites, voilà, aujourd'hui, j'ai fait une demande de visa. Je demande un récépissé pour prouver que j'ai fait une demande de visa. C'est ça, les recommandés, c'est une preuve légale que tu as fait la demande. Et si la demande, elle dure des mois, c'est mieux que tu aies une preuve que la demande a été faite. Mais c'est vrai que ça devrait être gratuit, le recommandé rendu là, bien sûr. En tout cas, le récépissé est gratuit. Ici, ni les pratiques administratives de Madame Benbraham qui relèvent de la remise de soi, ni celle de son assistante sociale. Alors la remise de soi, je sais pas ce que c'est, mais c'est un... Ah bah oui, bah ça doit être du bois sur la vie au guichet. C'est un concept de Dubois, du coup je connais pas très bien. Faudra peut-être qu'on le lise à un moment, mais ça va vous énerver. Quand vous allez voir comment fonctionne l'administration, déjà que là je suis énervée, ça va vous énerver. Donc voilà.
Donc ni ses pratiques administratives à elle, ni celles de son assistante sociale, budgétairement contrainte, ne semblent adaptées à la forme du recours en justice. En définitive, la judiciarisation de l'accès au droit à la retraite semble problématique pour les femmes des classes populaires, aujourd'hui retraitées, car elle requiert des compétences administratives qui sont particulières. Si on ne peut affirmer que les hommes possèdent plus fréquemment ces compétences, 2 exemples de mobilisation de retraités ayant investi l'arène judiciaire illustrent l'origine genrée des ressources juridiques au sein des classes populaires âgées. La mobilisation des verriers de Givors. Ah, c'est ça! C'est sur ça qu'il a fait sa thèse, je crois. Le chercheur, là. Mobilisation des verriers de Givors et celle des cheminots marocains de la SNCF. Les enquêtes ethnographiques menées sur ces 2 mobilisations montrent en effet que parmi les conditions de possibilité de la contestation en justice, les sociabilités et les institutions liées au travail ouvrier ont joué un rôle décisif. C'est ça. C'est qu'en fait, ils ont pu faire un recours en justice parce qu'ils avaient des sociabilités ouvrières qui se connaissaient, donc ils ont pu mettre en commun leur vécu, et qu'il y avait des institutions liées au travail ouvrier, comme les syndicats, pour les aider. Là, elles sont isolées, ces femmes de classe populaire. C'est ça le problème. Elles sont abandonnées. Elles sont abandonnées, elles sont isolées. Ah, la remise de soi, c'est le fait d'en te remettre à quelqu'un d'autre, une forme de dépendance. C'est assez simple, finalement, comme concept, ok. Ouais. Oui, il n'y a pas d'autonomie, quoi, de sa part. Elle n'est pas en capacité d'autonomie sur l'administration, en tout cas. J'ai vu récemment que certains courriers peuvent se faire scanner puis envoyer recommandés par la poste. Oui, oui, oui. Tout en dématérialisé. Tu peux faire des recommandés en dématérialisé. Hein. Mais ils sont imprimés, je crois. Quand la poste scanne, c'est payant. De toute façon, globalement, la poste, maintenant, tout est payant. Hein. Si ces mobilisations collectives constituent des situations exceptionnelles, elles révèlent des ressources qui peuvent être également mobilisées par les retraités lors de procédures individuelles. Par comparaison, les femmes retraitées des classes populaires semblent plus isolées. Voilà, c'est ça. En fait, elles sont plus isolées et elles sont plus démunies face à l'état social et à cette administration. Alors, même que moins souvent actives, elles sont d'autant plus dépendantes en situation de veuvage. C'est horrible. Hein. C'est les personnes les plus dépendantes qui sont le moins en capacité de demander de l'aide. C'est quand même atroce. Conclusion de ce qu'on a lu aujourd'hui. Ces quelques éléments permettent de montrer en quoi les retraites de droit dérivé ne sont pas équivalentes aux retraites de droit direct. Donc retraite de droit dérivé, c'est justement ce qu'on disait, le veuvage, la pension de réversion quand quand ton conjoint décède. Le droit direct, c'est ce auquel tu as cotisé en travaillant au cours de ta vie. Donc ces quelques éléments permettent de montrer en quoi ces retraites de droit dérivé ne sont pas équivalentes aux retraites de droit direct. Les principes de la nouvelle gestion publique mise en œuvre par les organismes de retraite définissent en effet une hiérarchie entre ces différentes prestations. Et les pensions de réversion comme l'allocation veuvage apparaissent à bien des égards comme des droits moins légitimes que les retraites. On observe que cette illégitimité est signifiée aux veuves qui prétendent accéder à ces droits de différentes manières. Donc c'est elles qui sont avant tout perçues comme illégitimes, c'est les veuves quoi. Après le décès du conjoint, qui reçoit en général la majorité des revenus du ménage, l'administration des retraites prend la place d'intermédiaire entre les femmes veuves et les revenus du ménage. On conditionne l'accès à la déclaration répétée de revenus suffisamment faibles et à une stricte conformité à la norme matrimoniale. Donc, si tu es veuve, si tu as moins de 55 ans et que tu peux demander la pension veuvage, il faut que tu prouves de manière répétée que tu es pauvre et que tu ne retrouves pas un nouveau conjoint. Trop bien. Cela dans un contexte de condamnation morale de la fraude sociale et une intensification des pratiques de contrôle. Bon climat, quoi. Oui, c'est ça, c'est perçu comme des revenus non mérités, ouais. Les délais, parfois très longs, et les refus exprimés de manière lapidaire participent également à signifier le caractère peu légitime des demandes, et rapprochent en pratique les droits dérivés des allocations d'assistance comme le minimum vieillesse. Les difficultés d'accès à ces droits prennent toutefois des formes différentes en fonction des milieux sociaux des femmes concernées, de leur trajectoire migratoire ou de celle de leur conjoint. Le faible nombre de femmes des classes populaires parmi le public de l'association enquêtée invite enfin à s'interroger sur les effets genrés de la judiciarisation des rapports à l'administration. En fait, plus ça va, plus c'est difficile d'y accéder, plus ça se judiciarise, et donc plus les plus pauvres sont exclus de ces aides, quoi. Ouais. Ah bah le taux de non-recours aux aides, il est énorme. Là, je me demande, pour les pensions de réversion et les pensions de veuvage, combien de femmes, ou de personnes tout court, hein, mais notamment de femmes, y ont le droit et ne les demandent pas. Hein.
Voyez, en 2018, là, les chiffres, en 2018, les femmes retraitées ont en moyenne des pensions brutes mensuelles de 1137 € par mois contre 1932 € par mois pour les hommes. Voyez un petit peu la différence? C'est énorme, hein. En 2018, 1100 balles par mois, c'est le SMIC, hein. 1900, t'es large au-dessus. En 2018. Donc, ça change tout, hein. Ça change tout, hein. C'est terrible, quand même, hein. J'ai oublié... Ah, j'ai oublié de sortir la paille. J'étais en train de boire dans le vide. C'est les pensions brutes. Oui, en plus, c'est même pas ce que tu touches directement, oui. C'est quoi cette différence? Parce que ce qu'on avait dit, c'est que les femmes sont moins payées que les hommes et que les femmes ont des carrières hachées. Donc, quand elles travaillent, elles sont beaucoup moins à temps plein. Bref, ce qui fait que de base, elles gagnent moins de retraite que les hommes. Elles touchent moins de retraite que les hommes. Mais ça a été beaucoup critiqué pendant la réforme des retraites et mis en avant, ouais. Le minimum vieillesse, c'est le truc le moins demandé. C'est grave quand même, hein. Alors que c'est les femmes qui en ont besoin. Je comprends pas comment tu peux vivre sans le minimum vieillesse alors que tu as le droit. C'est un des trucs où je me dis, je vois pas comment tu peux vivre. Parce qu'en plus, il faut que tu puisses payer tes frais de santé et tout. Je vois pas comment tu peux. Ou alors t'es 100% dépendante de ta famille, quoi. C'est vraiment dramatique. Ce truc-là. Ouais, c'est ça, t'es 100%... T'as pas d'autonomie, t'es 100% dépendante de ta famille. Bah, le minimum vieillesse, on a vu, il est à 971 € par mois. Non, 961 € par mois, pardon. Bref, c'est vraiment pas grand-chose de base, oui. Mais quand même, si tu as le droit, ça fait une diff, je pense, quand même. Entre rien et ça, bon... Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, je sais pas ce que vous avez pensé du texte. Moi, je suis... J'ai appris des trucs, hein. Je suis un peu... Je suis carrément choquée, quoi. Ah ben voilà, j'ai réussi à charger la thèse. Donc là, la personne que l'on a lu s'appelle Paul Obeka et il a fait sa thèse en sociologie et en démographie. Ah bah il a fait sa thèse sous la direction de Yasmine Siblo qui est très stylée. Christelle Avril, je connais pas. Yasmine Siblo qui fait un super travail sur les inégalités. Donc son travail, c'était accéder à la retraite, une étude des inégalités d'accès au droit à la retraite au sein des classes populaires. Donc, ah mais voyez mal parce que voilà. Mais l'idée, c'est de dire, bah, même au sein des classes populaires, tout le monde n'a pas la même... Tout le monde n'a pas le même accès aux retraites, quoi. Voilà. Sa thèse n'est pas encore terminée, mais il a sorti déjà 3 articles, donc je pense qu'il a très bien avancé. Voilà, voilà. C'est rageant ce cycle sur la vieillesse. Ouais, c'est sûr. Après, est-ce qu'il y a un cycle sur lequel on ne rage pas? Je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Mais affaire à suivre, là, ce Paul Obeka, parce que j'ai trouvé que c'était bien écrit ce qu'il nous disait. Assez clair, assez précis sur les questions des classes populaires et tout. Ça prenait vraiment le temps. Par contre, je suis un peu triste. Il a pas dit que c'était conditionné par le mariage. Parce que là, on ne parle, et ça doit creuser aussi les inégalités de ouf. Ce n'est conditionné que par le mariage. Et c'est ça aussi le patriarcat d'outre-tombe. Paul Obeka. Là, il a écrit patriarcat d'outre-tombe, veuvage, reversion et recomposition des rapports sociaux à l'âge de la retraite. Mais le patriarcat d'outre-tombe, pour moi, c'est aussi le fait que quand t'es une femme et que tu sais que t'es pauvre, t'es un peu obligé de te marier pour être sûr de pouvoir avoir de l'aide après. Potentiellement. Et ça crée des relations de dépendance et des abus aussi. C'est hyper grave. Je suis hyper énervée par ça, là, par ce principe du mariage, là. Bref, Ayam en colère, comme d'hab, finalement. On va se regarder un petit C'est pas sorcier maintenant pour se détendre le tchot. C'est pas sorcier ou quoi, hein? Alors, hop. C'est pas sorcier. Je suis en train de chercher. Bonjour en colère, je suis Tamanos. Ah, bonjour Tamanos. Il y a des thématiques qu'on n'a pas fait. Je vais vous laisser... Alors, pour le React C'est pas sorcier, ce que je... Ah oui, j'ai fait ça, c'est vrai. Attendez. Il y a plusieurs choses pour le React C'est pas sorcier.
Ça fait plusieurs semaines qu'on fait ça. C'est très rigolo, ça nous détend après avoir fait une lecture. C'est très cool. On a regardé plein d'épisodes et j'ai voulu en faire une tier list. Mais je me souviens plus comment s'appelle le site de la tier list. Tier list maker tout simplement. Ouais, c'est ça. Tier maker. Ouais, là on ne parlait que des couples hétéros, ouais. Mais j'ai un problème avec mon ordinateur, il n'arrive pas à charger les sites. Peut-être ma connexion, peut-être une mise à jour à faire, je sais pas. Là, il charge dans le vide, en fait. Merci, Kelta, pour les 2 ans. Waouh, waouh, waouh. Merci, Kelta, pour les 2 ans de soutien. Je vais changer le titre du stream, la catégorie, machin. Et puis voilà, quoi. Mon PC a réclamé une mage toute la journée. Ah, bah, c'est peut-être ça. Mais c'est très désagréable. Hein. Voilà. C'est très très désagréable. Alors, connexion. Ah ouais, connexion de timeout. Quand je veux lancer un site, on me dit ça. C'est horrible. Ouais, c'est la mage Windows. Alors, React c'est pas sorcier. On a plusieurs thématiques. Alors, ce que l'on fait en général, c'est je vous dis les thématiques qu'on n'a pas faites et vous votez pour ce que vous avez envie de faire. Donc, je vais préparer le sondage pour que vous choisissiez. On regarde quoi? Nouveau sondage. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux mettre que 5 choix. Merci Kevlar. Merci beaucoup Kevlar pour les 8 mois de soutien. Merci. Bah, je sais pas, mais c'est horrible là de ne plus avoir accès.